Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Alors, Patrick Galani, Malambo, petit frère. Alors, salut à tout le monde. Partagez le direct massivement et s'il vous plaît, invitez le maximum de personnes possible. Au top à tous, à tous les kémites et à toutes, voilà. On va commencer le petit live. Je sais que généralement, c'est des sujets qui n'intéressent pas tant de monde parce qu'on a plus dans notre communauté des jésulâtres et des mahométans. Mais j'ai le droit en tant qu'animiste de prendre de temps en temps quelques minutes, voilà, pour partager avec vous quelques de mes petites connaissances sur la spiritualité africaine et surtout célébrer, glorifier nos ancêtres méritants, pour ceux-là qui ont encore le minimum de respect pour leurs ancêtres. La cabraliste Déborah, j'espère que tu vas bien. Alors, je vais commencer le live, mais il faut qu'il y ait au moins un certain nombre de personnes. Donc, en attendant, je vais mettre un peu de musique. Essayez d'inviter le maximum de personnes, s'il vous plaît. Partagez massivement le direct. Partagez dans les groupes, sur Messenger et autres. Invitez le maximum de personnes possible. Alors, je prends le temps de faire un deux réglages comme d'habitude. En attendant, partagez le direct et surtout invitez le maximum de personnes possible. Partagez le direct. Voilà. Salut Cœur de Lion. Partagez le direct. Et ceux-là, bon après, généralement, voilà, je donne souvent la parole à la suite de mon développement. C'est ce que je vais faire. Je vais respecter la tradition. Donc, d'ici peu, pour ceux-là qui veulent bien prendre la parole, je vous donnerai la parole. Mais commencez d'abord par partager et suivez la deuxième partie du direct parce que l'autre jour, je n'ai pas pu terminer. C'était trop long. Donc, j'ai divisé, j'ai fait ça en deux parties. Continuez de partager le direct, s'il vous plaît. Le maximum de likes et de cœurs, c'est important. Donc, on va prendre quelques minutes. Ça, c'est très important pour ceux qui ont encore... Pour ceux qui n'ont pas encore mis leurs ancêtres, comment dire ça, à la poubelle. Pour ceux-là qui ont le minimum encore d'estime pour leurs ancêtres et surtout le rôle qu'ils ont eu à jouer dans l'histoire de notre continent. Si nous sommes là, ce n'est pas le fruit d'un hasard, c'est parce qu'ils ont évidemment existé et c'est surtout parce qu'ils ont mené des combats, des très grands combats d'ailleurs qu'ils ont gagnés. Ils sont nombreux à avoir gagné des combats, gagné plusieurs batailles. Ils sont allés de victoire en victoire. C'est pour ça que nous sommes encore là, nous les Noirs. Bogos Morbelli, ça marche bien, mais bon. Globalement, pour être plus sérieux, je vais dire, je me porte comme le Cameroun. C'est souvent ce que je donne comme réponse. Donc, si nous sommes là, c'est justement parce qu'ils ont gagné plusieurs combats. Ils ont gagné des combats sur plusieurs fronts même d'ailleurs. Il faut préciser que les Amérindiens, les Indiens d'Amérique, pour la plupart, ont presque disparu. Ils sont nombreux. Il y a eu des persécutions, il y a eu des génocides, un peu partout dans le monde d'ailleurs, qui n'ont pas sûrement duré. Par contre, le génocide contre les Noirs, ça a commencé par l'esclavage, s'ensuit la colonisation et maintenant l'impérialisme, cette nouvelle forme de colonisation, et ça continue. Le néocolonialisme continue. Pourtant, les Noirs n'ont pas toujours disparu. Malgré tout le combat qu'on mène contre les Noirs, ils n'ont pas disparu. On a tout fait pour anéantir complètement la race noire, mais nous sommes toujours là, nous résistons. Et les Noirs, tout au contraire, au lieu de diminuer, nous sommes plutôt en train de nous multiplier, c'est-à-dire qu'à une vitesse exponentielle.
Je rappelle que d'autres peuples ont disparu. Mais le peuple noir, malgré tout ce qu'on fait, je le disais la dernière fois, ça signifie que l'acte pur, le premier moteur immobile et immuable, Dieu a mis en nous quelque chose de spécial. Bonsoir Lydie Fouken. C'est important de le rappeler. D'autres, je dis bien, ont disparu, mais les Noirs sont encore là. Si nous sommes là, c'est justement parce que nos ancêtres aussi, de leur côté, ont mené une grande partie du combat. Ils ont refusé l'humiliation. Ils ont refusé l'ennemi qui est arrivé. J'espère, pour ceux-là qui sont devenus aujourd'hui des grands mahométans et des jésulâtres, qu'à un moment quand même de votre vie, vous arrivez à prendre du recul pour penser à vos ancêtres, vous demandez, mais pourquoi aujourd'hui nous sommes majoritairement chrétiens? Pourquoi aujourd'hui nous sommes majoritairement musulmans? Est-ce que ces religions-là, à la base, existaient sur notre continent? Il y a tellement de questions à se poser. Est-ce que ces gens, avant de venir avec leur religion, l'Afrique elle-même n'avait pas une spiritualité? Que faisaient nos ancêtres? Est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent de nos ancêtres? Parce que on sait très bien qu'ils disent au quotidien qu'avant qu'ils n'arrivent en Afrique, d'ailleurs en France récemment, à Nantes, il y a une classe où un proviseur a proposé des sujets comme ça sur la colonisation. En fait, le sujet portait sur les bienfaits de la colonisation en Afrique. J'avais déjà fait une vidéo, vous pouvez vérifier sur ma chaîne YouTube en tapant Bertie Le Kamit. J'avais déjà fait une vidéo ici où j'ai pris plusieurs exemples dans un brillant ouvrage de Pierre Douat. C'est un critique historique, à la base médecin français, qui écrivait des conneries. C'est un brillant livre, hein. Il a dit des vérités quelque part, mais sauf que ces gens-là, quand il s'agit de l'Afrique, ils sont tous d'accord pour dire que les Africains n'étaient rien avant l'arrivée des Européens sur leur sol. Que ce soit pendant la période de la colonisation, pendant la période de l'esclavage. Donc ils sont tous unanimes là-dessus, qu'avant l'arrivée des Européens sur notre continent, l'Afrique n'était rien. Pourtant, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Donc, ils avaient proposé un sujet à l'école sur les bienfaits de la colonisation en Afrique. Regardez autant de choses, autant de conneries qu'ils mettent dans la tête de nos enfants. Prenez le temps de bien observer ça. Il faut vraiment prendre un peu de recul de temps en temps pour essayer de vous poser des vraies questions. Nos ancêtres avaient compris ça il y a des siècles, il y a des milliers d'années. Ils avaient commencé à bâtir des brillantes civilisations avant que l'Europe ne pense même à se réveiller. D'ailleurs, il a fallu que les Africains fassent leur entrée sur le sol européen pendant le Moyen-Âge, où ils s'entretuaient, ils mouraient de la gale, ils mouraient de la peste, du choléra, ils mouraient de ces maladies incroyables dues à la saleté. Il a fallu que les Africains rentrent en Europe avec tout ce qui était sciences, techniques et autres, pour que les Européens, une bonne fois pour toutes, sortent de cette barbarie. Donc, c'est à vous de vous poser des vraies questions. Après ça, je vais proposer quelques ouvrages. Oh là là, j'ai laissé l'autre au salon dans mon truc. Mais c'est pas grave. Donc, il y a également, mais je rappelle une chose, hein. Je vais rappeler une chose, donc ça c'est très important. Je voulais vous montrer quelque chose avant-hier dans mon direct, mais ça s'est coupé malheureusement. Donc, je sais pas, c'est un peu compliqué de lire hein, quand c'est plutôt en caméra de face comme ça. Alors, c'est un brillant livre d'un frère, Eric Herman Siake. Je suis en train de lire, je n'ai pas encore fini. Le moment venu peut-être, si je trouve le temps, je viendrai vous parler de ce livre et surtout vous encourager, vous pousser à aller acheter pour encourager le frère qui a pris le temps, et dit bien beaucoup de temps pour écrire ce brillant ouvrage. Et je rappelle qu'en bas, il est préfacé par l'un des plus brillants historiographes de notre continent, que j'ai la chance d'ailleurs de côtoyer. Il s'appelle Nissim Laskoni, Ngombulu Yasangi Amina Bantu. Voilà. Donc c'est un brillant ouvrage, sans vouloir être, je vous lis ici la 4e de couverture, hein, sans vouloir être exhaustif, cet essai à caractère sociologique lève un pan sur le rôle
l'importance, l'originalité et la pratique du culte des ancêtres dans la culture africaine en général et Bamileke en particulier. Donc c'est juste pour rappeler que dans notre spiritualité, il n'y a pas une spiritualité, bon on va dire il y a quelques éléments, des traditions et autres de la culture propre au Bamileke, mais la spiritualité africaine en elle-même, c'est ce qui rappelle d'ailleurs dans l'ouvrage, elle est une. Donc il y a une et une seule spiritualité africaine. Contrairement à ce qu'un frère est venu ici la dernière fois, il disait les Bamileke ont plusieurs dieux, les Bamileke sont polythéistes et tout. Je rappelle que ce sont des éléments de la nature. Un caillou ne peut en aucun cas représenter Dieu dans la spiritualité africaine. Un arbre sacré ne représente pas Dieu. Un cours d'eau sacré ne représente pas Dieu. Ce sont des éléments de la nature. Un ancêtre également ne représente pas Dieu. Mais c'est un ancêtre. Quand on parle d'ancêtre, ça veut dire qu'il a été déjà divinisé. Ça veut dire qu'il peut jouer un rôle d'intermédiaire entre nous et le monde de l'au-delà. Donc au-dessus, bien sûr, il y a un et un seul Dieu. Ça, c'est important de le préciser. Parce qu'ils ont fait exprès de rappeler aux Africains qu'effectivement, qu'en réalité, ce sont eux les premiers à penser au monothéisme. Pourtant, le monothéisme existe depuis l'Égypte antique. Je ne vais pas prendre le temps ici pour entrer dans des passages dans Nation Nègre et Culture de Cheikh Anta Diop, l'ancêtre, qui a écrit un brillant livre là-dessus. Il a d'ailleurs publié plusieurs ouvrages sur ces questions-là. Voilà, donc, c'était juste vous présenter l'ouvrage de ce frère. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus, si tu lis certainement cet ouvrage, tu comprendras peut-être des choses aussi dans la spiritualité ou alors dans les traditions, que ce soit du Congo, que ce soit un peu partout en Afrique. Il ne faut pas penser qu'il y a une spiritualité qui se limite, voilà, la spiritualité africaine ne se limite pas dans un seul coin du continent, c'est bien sûr sur tout le continent et elle est une. Voilà. Je vais peut-être vous lire quelques petits extraits tout à l'heure si j'ai le temps. Je vais revenir sur l'essentiel. Bon, ça fait partie de l'essentiel aussi. Donc, il y a, je vais dire l'essentiel ici, sur les questions, je reviens sur les questions, c'est très important. Parce qu'il y a des frères, la dernière fois quand j'avais fait le direct, ils sont venus là, ils pondaient de ces conneries en disant, oui, les ancêtres africains, ils vendaient leurs enfants, ils avaient besoin du miroir, des vestes, les Européens venaient les tromper et ils vendaient leurs enfants. Ce genre de conneries qu'on a mis dans la tête des Africains depuis des siècles aujourd'hui, ils ne sont pas eux-mêmes capables de remettre en question certaines choses. Vous gobez toutes les inepties qu'on vous enseigne, ou alors du moins celles qu'on vous impose, parce que pour la plupart, ils ont des systèmes éducatifs voilà, qui sont imposés par la France ou bien par l'Angleterre, ça dépend. Donc je dénonce ici, je dénonce cette hypocrisie des dirigeants africains, je dénonce cette hypocrisie de nos États, qui d'ailleurs pour la majorité, je dis bien la majorité des États africains sont des États dits laïques, où il y a évidemment l'intégration de toutes les religions, les chrétiens, les catholiques, sont appelés à vivre ensemble sur le même sol. Et voilà, il y a des animistes. Sauf que derrière ça, il y a une grosse hypocrisie. Les gouvernements, la majeure partie de ces gouvernements africains, la majeure partie de ces dirigeants reconnaissent l'existence de plusieurs religions et le cas particulier de la spiritualité africaine, de l'animisme. L'animisme africain est reconnu donc dans la constitution de tous ces pays. Ils parlent aussi de laïcité, comme ils ont aussi entendu les Blancs. Bon voilà, ils parlent de laïcité, il faut qu'on ramène le même copier-coller aussi chez nous en Afrique. Sauf qu'ils ne l'appliquent pas. Il y a des budgets qui sont votés. Le gouvernement, je dis bien le gouvernement finance des églises. Le gouvernement finance les mosquées, donc l'islam, le christianisme, le gouvernement finance et accompagne même ces chefs religieux dans l'exercice de leurs fonctions. D'ailleurs, il faut même voir dans un pays comme le Congo, les prêtres, l'ensemble de tout ce qui est prêtres et les évêques, donc le clergé, a un mot à dire sur l'élection présidentielle. Je suis d'accord. On va nous dire que c'est avant d'être
le clergé, ils sont d'abord des êtres humains, ils sont d'abord des citoyens et tout. Mais sauf que quand ils s'expriment, ils ne s'expriment pas au nom, ils ne s'expriment pas en tant que citoyens congolais, mais pour la plupart, ils répondent à un ordre du Vatican. Donc pour revenir maintenant sur le rôle de l'État, la plupart du temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent le temps à financer, à aider, ou alors ils laissent même le soin à tous ces dealers religieux-là de... Ils autorisent aussi entre-temps, voilà, les gouverneurs sont là, ils sont nombreux, ce sont eux, avec les mairies et autres, ils ont de business qu'ils font derrière, ce sont les mêmes qui autorisent les permis, n'est-ce pas, de bâtir, tout ce qui est église et mosquée, mais derrière, ils n'ont jamais pris le temps de financer aussi les organisations animistes. Il y en a partout. Il y a beaucoup de confréries. Mais ils n'ont jamais pensé sortir un seul sou pour dire on va aussi financer vos actions. Ils n'ont jamais pensé sortir peut-être un sou pour dire voilà ceux qui sont du MOC peut-être au Cameroun en pays Bassa, ceux qui sont peut-être dans la spiritualité Bamileke, entre guillemets, ceux qui sont peut-être dans le Bouiti au Gabon, ceux qui sont dans le Comore au Mali, ceux qui sont dans la... Il y a autant d'exemples. Pourquoi ils ne financent pas? Donc vous avez vu qu'aujourd'hui, parce que nous sommes abandonnés à nous-mêmes, nous avons été obligés de nous prendre nous-mêmes en main. J'appelle tous ceux-là qui veulent peut-être faire un don, qui veulent faire quelque chose, à contacter encore le centre Moukadilo Mouya. C'est le tout premier centre, c'est en Côte d'Ivoire, qui sera construit, c'est-à-dire un grand temple de la spiritualité africaine où les Africains pourront prendre le temps, ils pourront même faire des déplacements, pourquoi pas, ils pourront partir des pays voisins pour s'y rendre, pour aller rendre hommage à leurs ancêtres. Ça, c'est très important. Il y a cette hypocrisie de tous ces dirigeants africains. Ils disent oui, nous reconnaissons l'existence des autres religions. Sauf que quand il faut distribuer un peu d'argent, ils ne pensent jamais aux animistes. Pour eux, c'est l'islam qui doit régner en maître. Pour eux, c'est le christianisme qui doit régner en maître. Et je peux comprendre pourquoi. Parce que la majeure partie de ces chefs d'État, gouverneurs, ministres et autres, sont soit chrétiens fiers de l'être, sont soit musulmans fiers de l'être. Et donc, ils ne se voient pas en train de financer une religion entre guillemets concurrente. C'est des choses à dénoncer. Nous avons aussi besoin des fonds pour réhabiliter notre culte. Nous avons aussi besoin des fonds pour réhabiliter, pour redynamiser même la culture, nos traditions, pour redynamiser même la spiritualité africaine. On a besoin d'argent pour tout ça. Mais qui sont donc ceux-là capables de financer? Pour la plupart, ils sont musulmans fiers de l'être, chrétiens fiers de l'être, et même francs-maçons fiers de l'être, rosicruciens et autres fiers de l'être. Donc c'est des gens qui, au quotidien, passent le temps à cracher, à humilier leurs ancêtres. Partagez le direct, s'il vous plaît. Prenez le soin de partager, c'est très important. Partagez le direct massivement. Mais pendant que vous crachez sur eux tous les jours, sachez qu'il y a des Africains qui aiment bien parler de leurs ancêtres, des Africains qui aiment défendre leurs ancêtres où qu'ils se trouvent. C'est pour ça que je l'ai dit et je le dirai toujours. Tout ce qui est entrepris sur ce continent, sans consulter les ancêtres méritants, est voué à l'échec. Tant que vous voulez construire vos stades en détruisant des cimetières, vous voulez construire vos stades sans jamais prendre le soin d'aller vers ceux qu'on appelle, ceux qui font partie de ce qu'on appelle le gouvernement de nuit, vous voulez les humilier. Vous voulez croire que parce que vous sortez, je ne sais pas, des capitales, vous pouvez rentrer dans des villages africains, vous pouvez aller n'importe où sur le territoire parce que vous avez le poste de je ne sais quoi, ministre de ceci. Sachez que tout ce que vous entreprendrez sans l'autorisation et surtout sans la bénédiction de vos ancêtres, tous ces projets sont voués à l'échec. C'est très important. Les Arabes glorifient leurs ancêtres. Les Européens le font. Les Chinois le font. Les Japonais le font. Il n'y a que le nègre pour penser que son ancêtre, c'est le diable. Son ancêtre vendait des esclaves. Son ancêtre était un soulard qui passait le temps à boire du rhum ou bien il buvait de l'alcool. Il vendait ses enfants aux négriers blancs qui arrivaient. Père Sou-Tangi, bonsoir. Donc, invitez le maximum de personnes, s'il vous plaît, et partagez le direct.
Donc sachez que pendant que vous humiliez ces ancêtres, il y a des Africains qui sont là prêts à tout pour les défendre. Et avec moi, c'est des sujets qui sont sacrés. C'est pour ça que j'ai même du mal sur plusieurs autres questions, sur plusieurs autres aspects même de la vie. Parce qu'il y a des choses que je n'accepte pas. Il y a des choses que je ne tolère pas. C'est même d'ailleurs pour ça que j'ai un peu du mal voilà, sur quelques petits trucs. J'ai un peu du mal à voir. Bon, je vois une femme, même si elle est très très belle. Une magnifique femme, elle a toutes les qualités que j'aime bien. Les femmes avec des belles rondeurs, les rondeurs bien reparties sur le corps. Belles femmes, Camite et autres. Mais si elle commence déjà, bon, Camite, je retire le mot Camite parce que la plupart c'est des jésulates. Donc quand je vois une femme comme ça, elle a beau être une très très belle femme, mais si elle commence à me dire, bon vraiment mon frère, j'ai dit que il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Jésus t'aime beaucoup. Franchement, il faut que tu t'islamises. Tout ça c'est mort d'entrée. C'est pour ça que c'est pas du tout évident. Mais nous sommes décidés à construire une nouvelle Afrique. Une Afrique qui donne une place de choix à ses ancêtres. Et je pense que ce n'est qu'en empruntant ce chemin-là que nous pourrons faire ce qu'on appelle la renaissance. On en parle. Et nous avons la chance parce que nous n'avons pas perdu nos langues. Nous n'avons pas perdu nos cultures. Il y a beaucoup d'éléments de nos traditions et de nos cultures que nous avons conservés malgré le fait que les Européens, pendant des siècles, nous ont brutalisés, assassinés. Les Arabes ont fait pareil pendant 1400 ans. Jusqu'aujourd'hui, ça continue encore. J'ai toujours besoin de le rappeler à chaque fois. On parle toujours de la colonisation des Européens. Mais on oublie que du côté des Arabes, jusqu'aujourd'hui, on est en 2019, on oublie que ça continue. Ces pays arabo-musulmans du Golfe continuent d'imposer leur rythme en Afrique. Il faut déjà voir dans l'Afrique de l'Est, sur la corne de l'Afrique. Tous ces pays-là, Somalie, Djibouti, tous ces pays-là qui sont sur la corne, sont ultra, je dis bien, dominés, sans compter les pays d'Afrique du Nord. Malgré tout ce que les gens vont dire d'eux, je pense que quelque part, c'est de l'ignorance. Et les gens font exprès de pousser les pays du sud du Sahara à se séparer de nos frères qui sont dans le nord. Donc le Maghreb. C'est une grave erreur. Pour qu'on ait une Afrique unie, on a besoin de tout le monde. L'Afrique unie a besoin de tous ses enfants. Et donc quand il y a des gens qui commencent à faire la différence en estimant que ceux qui sont de l'Afrique du Nord sont plus ou moins arabes et que, bon, peut-être ils n'ont rien à voir avec ceux du Sud. Ce sont ces divisions qui ont fait que ce continent soit aujourd'hui à genoux. Mais je vous rappelle que malgré tout ce qui se passe, je dis bien malgré tout ce qui se passe, les Arabes qui sont du côté du Golfe savent très bien qu'ils ont leurs petits-fils, ils ont leurs descendants sur le continent africain. D'ailleurs, la majeure partie de ces gens-là, quand ils viennent en Afrique, ils sont prioritaires dans plusieurs pays. La plupart, ils ont des hôtels, ils ont des châteaux partout à Marrakech, ils viennent se reposer au Maroc, en Algérie, un peu partout. On est parti, les gens sont allés jusqu'à dire que non, les Arabes du Golfe détestent ceux du Maghreb parce que non, ils estiment que ce ne sont pas des vrais Arabes, ils estiment que ce n'est pas leurs frères. C'est un gros mensonge. Et nous, au sud du Sahara, nous avons tout intérêt, je dis bien, tout intérêt à nouer, et le contact est déjà là, mais nous avons tout intérêt, je dis bien, à continuer dans ce sens-là, bien que voilà, c'est des gens qui sont racistes, ils ne nous aiment pas, mais je ne suis pas dans l'optique de quelqu'un qui part vers l'autre dans le but de se faire accepter, ou bien celui qui va vers l'autre dans le but de se faire aimer. On n'est pas là pour se faire aimer, mais on veut échanger avec les autres de façon équitable et surtout être derrière jaloux de nos intérêts. Je pense que c'est très important. Donc pour revenir sur les Arabes du Golfe n'aimant pas soi-disant ceux du Maghreb, c'est complètement faux parce que ces gens ont toujours une grande considération pour ceux du Maghreb qui sont entre guillemets, on va dire comme ça, leurs descendants. Les Européens sont venus, ils ont colonisé, mais ils sont repartis. Mais n'oublions pas que depuis le 7e siècle, il y a une minorité d'Arabes installés dans le nord de l'Afrique et ils n'ont jamais quitté le continent. Un Tunisien, je dis bien pendant 11 ans, a dirigé la Ligue arabe.
si les Arabes ne considéraient pas ceux du Nord, ceux d'Afrique du Nord, et je rappelle d'ailleurs que le pays arabe, entre guillemets ici, le plus peuplé, c'est l'Égypte. Il y a plus de 20% de descendants arabes installés en Égypte. C'est pour ça d'ailleurs, même quand ils font leur classement, l'Égypte appartient à l'Orient. Ils ne mettent pas l'Égypte en Afrique. Oubliant que la majeure partie, je dis bien pas la majeure partie, je dis bien la quasi-totalité de tous ces pays du Maghreb, la quasi-totalité des pays du Maghreb, pardon, il y a une majorité, il y a une très grande partie du peuple noir qui s'y trouve. Il y a nos frères qui sont soniqués, qui sont dans le nord du Maghreb. La Mauritanie, qui était hier dans l'Afrique de l'Ouest, se retrouve aujourd'hui dans le Maghreb. Il ne faut pas oublier que l'écrasante majorité de la population mauritanienne est une population noire. Il ne faut pas oublier que tout le sud du Maroc est noir, le sud de l'Algérie est noir, le sud de la Libye, avec les Toubous et autres. Ils sont nombreux. Que ce soit en Égypte, que ce soit en Tunisie, dans tout le sud, vers Gabès et autres. Toutes ces villes-là sont majoritairement occupées par des Noirs maghrébins. Donc si à un moment on veut couper le lien entre l'Afrique, entre les pays africains du sud du Sahara et ceux du nord du Maghreb, ceux du Maghreb, il y a un gros problème. Ça veut dire qu'il y a une partie des Noirs, nos frères, que nous sommes en train de rejeter sous prétexte qu'ils sont mélangés avec les Arabes. Il faut bien rappeler qu'ils sont nombreux, les Toubous par exemple, qui sont restés entre eux, noirs charbon, qui ne se sont pas mélangés, qui ne se sont pas métissés au fil des siècles avec les Libyens blancs. Il y a aussi les Tawarga, qui sont aussi noirs en Libye, beaucoup plus basés dans la région de Misrata. Il y en a tellement. Il y a beaucoup de noirs. En Algérie, dans le sud, c'est la quasi-totalité, c'est des noirs, même jusqu'à Oran. Gardaya, Timimoun, dans toutes ces régions. Donc, je vais continuer donc pour revenir sur le truc, pour dire que sur les Arabes, je vais passer vite fait là-dessus. Juste pour vous rappeler que pendant qu'on tente de faire croire aux gens que non, ils sont très très distants, sous prétexte que voilà, il y a entre-temps certaines... D'ailleurs, vous allez voir, il y a la majeure partie des filles du Maghreb, tunisiennes, algériennes, marocaines et autres, participent à leur truc qu'ils appellent l'organisation des Miss. Là. Ils ont des jeux pan-arabes, c'est-à-dire des jeux qui regroupent en fait tous les pays arabes du monde. Tous, je dis bien, tous ces pays d'Afrique du Nord sont invités. En priorité, il y a beaucoup. Quand ils font même l'élection de Miss Arabe, là-bas dans leur truc là, il y a beaucoup de Marocaines, Tunisiennes et autres qui y vont, hein, qui sont invités. Donc c'est nous-mêmes là, nous sommes dans la connerie. C'est nous les perdants dans tout ça parce que on veut toujours faire croire aux gens que non, en réalité, on accepte en fait, on tombe dans le piège que les autres nous tendent. Nous avons tout intérêt à nous réunir. Donc il y a ceux qui sont en train de dénoncer le Maroc parce que le Maroc veut faire partie de l'Union de la CEDEAO. Les gens sont tout en train de dire mais pourquoi ces Arabes-là, ils ne nous aiment pas. Mais on n'est pas là pour aimer les gens, on n'est pas là pour se faire aimer. Mais la question qu'on doit se poser, dans ce partenariat entre l'Afrique et le Maroc, entre, je vais dire, les pays du sud du Sahara et le Maroc, qu'est-ce que nous gagnons dans ça? Soyons jaloux de nos intérêts, c'est tout ce que nous avons à faire. Et en passant, il ne faut pas oublier que le premier investisseur en Côte d'Ivoire au jour d'aujourd'hui, c'est plus la France. Depuis bientôt 10 ans déjà. Ce n'est plus la France. Le premier investisseur en Côte d'Ivoire, c'est le Maroc. Ce n'est plus la France. Ça fait longtemps. Donc on peut bien se demander, c'est une question qui me semble légitime, c'est une question qui me semble même évidente. Dans ce lien avec eux, qu'est-ce que nous gagnons? Dans ce lien avec l'Algérie, dans ce rapport-là avec tous ces pays d'Afrique du Nord, qu'est-ce que nous gagnons? Soyons juste jaloux de nos intérêts. On n'a qu'à faire la même chose avec les Chinois, les Turcs, les Japonais qui arrivent, les Indiens et autres. C'est aussi simple que ça. On n'est pas là pour se faire aimer ou bien accepter des autres. Ce n'est pas ça le but. Donc, c'était juste une parenthèse. Je reviens sur la spiritualité africaine. C'est ce qui m'a poussé à faire ce live. Donc, s'il vous plaît, partagez massivement le direct. C'est important. Partagez. Partagez le direct. Salut James Silé.
Donc, il y a une vidéo que je suis en train de préparer là-dessus. Je reviendrai très largement sur le sujet. C'est très important. Invitez le maximum de personnes, s'il vous plaît. Le maximum de personnes. Donc, je veux prendre, parce que ce jour-là, je rappelle, hein, j'avais marqué, je veux prendre les différentes préoccupations au fur et à mesure. J'espère que vous n'allez pas venir signaler mon direct parce qu'il y a d'autres qui sont champions en la matière. Je ne suis pas là pour insulter votre Jésus, ni insulter votre Mohamed. Je suis là pour glorifier mes ancêtres. Salut Jared Massac. Voilà, donc envoyez le maximum de likes et de cœurs. Ils sont là toujours pour signaler. La dernière fois, j'ai fait mon direct où je glorifiais mes ancêtres tranquillement dans mon coin, sans parler de votre Jésus. Ils sont venus encore signaler. Ça veut dire qu'ils ont le droit de faire des groupes sur Internet où ils parlent de l'islam. Ils ont le droit de faire des groupes sur Internet. Salut Miss Congo. Où ils ont le droit de parler de Jésus. On montre même comment maintenant ils sont en train de prêcher partout. J'ai vu une vidéo hier, j'étais mort de rire. Où je ne sais pas si c'est un Nigérian, il est dans les rues de Londres, il est en train de parler de Jesus. In Jesus' name. In the mighty name of Jesus. Les Anglais, les policiers anglais l'ont arrêté. J'étais mort de rire. On lui dit ton histoire là, tu vas aller raconter ça de l'autre côté. On l'a mis dans la voiture direct pour la cellule. Un truc comme ça, chez nous, tu fais ça, les gens vont trouver que tu es la descendance du diable, quoi. Donc, il y a d'autres préoccupations. Il y a d'autres cons qui demandaient, j'avais déjà. Donc, il y avait quelqu'un qui disait la religion africaine, voilà, doit réduire son aspect. Moi, je rappelais bien ce jour que nous n'avons pas de religion, mais nous avons une spiritualité. Parce que si on veut parler de religion, ça veut dire que nous voulons aussi faire comme les autres. Il y a une différence entre ce qui est spirituel et ce qui est religieux. Tout ce qui est religieux, vous le savez très bien, c'est le dogmatisme. C'est tout ce qui est le conditionnement psychique, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on vous dit, il y a un Jésus quelque part, il y a un Dieu, il est très dangereux et il va se fâcher si vous ne priez pas pour lui. Vous devez connaître votre fond au sol 5 fois par jour. Vous devez faire le carême, vous devez faire ceci parce que Dieu aime ça. Il faut prier pour lui. Il y a ceci, c'est-à-dire que il y a le conditionnement dans ça. C'est-à-dire on vous limite à quelque chose. On vous dit n'allez pas chercher de vous-même. La vérité est déjà là et on vous propose tout. Alors que dans la spiritualité, c'est tout le contraire. Donc, dans la spiritualité africaine, on n'est pas là pour rappeler aux gens que allez dormir chez vous, Dieu fera tout pour vous. Non, on doit par nous-mêmes aller vers la vérité. C'est à nous d'aller chercher la vérité. C'est à nous d'aller chercher cet équilibre. C'est à nous, voilà, de respecter l'environnement dans lequel nous vivons. Donc, le respect de tout ce que Dieu a créé. Quand je dis créer ici, c'est entre guillemets, parce que le même créé là, on va de l'autre côté dans les religions abrahamistes, interpréter ça autrement. Pourtant, ça n'a rien à voir. Donc, on va dire ici, le respect de la nature, le respect de tout ce que, voilà, Dieu, ce qui existe dans la nature, ce que Dieu a créé, il y a une partie de Dieu dans tout ce qui existe dans la nature. C'est pour ça que les premiers, d'ailleurs, à avoir mis des animaux dans les cages sont ces mêmes Européens aujourd'hui qui se disent experts en protection des espèces en voie de disparition. Ce sont les mêmes qui ont passé le temps pendant des siècles à capturer des animaux inutilement, à les mettre en cage et autres. D'autres maintenant, il y a même ce qu'on appelle maintenant la NAC. Quand vous allez dans les hôpitaux, ça fait rire. NAC, quand vous allez dans les hôpitaux, il y a deux fois, quand je regarde ça, je dis mais c'est un truc de malade. Les NAC, c'est-à-dire les nouveaux animaux de compagnie. Vous allez voir parmi ces nouveaux animaux de compagnie, pardon, vous allez voir parmi ça des lions, des gens qui adoptent carrément un lion, le guépard, des serpents, des oiseaux dangereux, tous ces trucs. Alors que chez nous, dans la spiritualité africaine, c'est pour ça, même quand j'allais au champ avec mon grand-père, même si c'était aussi un jésulâtre, il nous disait, bien que je sois chrétien, il y a quand même certaines valeurs africaines, certaines valeurs de la spiritualité que j'ai gardées. Il nous disait, quand on va dans la forêt, si tu as besoin de l'écorce d'arbre pour guérir telle maladie, non.
ne faut pas juste couper pour le simple but de couper. Il faut couper la quantité nécessaire pour se soigner et laisser l'arbre se régénérer. C'est important. Quand on tendait des pièges, on tend le piège parce qu'on a besoin peut-être de la viande d'un animal. Si on attrape l'animal, on mange la quantité nécessaire. On n'a pas besoin d'aller tuer le maximum et venir déposer. Pourtant, on ne va pas s'en servir parce que quand on le fait, ça veut dire que c'est une partie de la nature qu'on est en train de détruire. Et même pour tuer un animal, il y a des petits rituels, même pour ce que tu as planté. Le jour, c'est pour ça que les gens faisaient la fête. Il y avait certains rituels qu'on accomplissait avant même de commencer à planter. Et même quand on récoltait, il y avait toujours des petits rituels à faire pour remercier la terre parce que la terre, elle aussi, est sacrée. C'est une partie. C'est-à-dire que Dieu, il y a une partie de Dieu dans la terre. Il y a une partie de Dieu dans un arbre. Il y a une partie de Dieu dans tout ce qui existe dans la nature. C'est pour ça qu'il faut respecter tout ce qui existe dans cette nature. Et en respectant tout cela, ça veut dire qu'en même temps, on respecte Dieu. C'est-à-dire la partie sacrée qu'il y a dans toute chose existante dans la nature. C'est pour ça, même pour tuer un animal, il y avait toujours des petits trucs à faire. Donc il y a ce côté-là que j'ai beaucoup gardé de lui. Il y a beaucoup de choses qu'il me disait, des choses qu'il m'apprenait quand j'étais un peu plus petit, quand on allait dans des plantations. Il y a beaucoup de trucs. C'est pour ça que vous allez voir dans certaines familles, je parlais ici de l'initiation dans les familles lignagères, dans l'initiation lignagère, dans les sociétés, certaines sociétés secrètes. Je parlais de ça récemment. Donc vous allez voir d'une famille à l'autre, dans la même famille, pardon, des descendants, c'est-à-dire que du père au grand-père jusqu'à l'arrière-grand-père, c'était tous des grands guérisseurs. D'autres, c'était des grands forgerons. Ils savaient fabriquer peut-être des marmites, ils savaient fabriquer des fourches, ils savaient fabriquer le matériel de guerre. Il y a tellement de choses comme ça dit qu'ils ont gardé, ils ont conservé de génération en génération. Et cette Afrique-là existe encore. Cette Afrique profonde existe encore. J'ai vu récemment, lors d'une conférence avec mon prof, j'étais étonné. Il y a beaucoup de choses qui se passent chez nous, les gens ne sont pas... Même moi, je n'étais pas au courant, j'ai regardé, j'ai dit, mais waouh. C'est-à-dire que on a montré une jeune fille dans un village camerounais, c'est dans le département, c'est au centre, je crois, voilà. Le village s'appelle Ezezam. Elle est née dans une famille de 7 enfants, et elle est la dernière, une fille de 23 ans, elle est chef de village. Chef de village, et elle est étudiante à l'université, j'ai vu ça, j'étais impressionné. Très belle fille d'ailleurs, qui fait tout, qui se débrouille, qui coupe le bois, qui cuisine, elle est chef de village. Et quand elle arrive, les papas qui ont 90 ans, 50, 70 et autres, se lèvent pour accueillir la chef qui arrive. Pourtant, elle est jeune. Elle est même, pour d'autres même, petite fille. Il y a tellement de choses dans cette Afrique-là à découvrir. Quand j'ai regardé, j'étais étonné. Donc pour ceux-là qui prennent du plaisir à cracher, à humilier leurs ancêtres, moi c'est le contraire. Je les adore et je me défends. Et je les défendrai jusqu'au bout. Je dis bien jusqu'au bout. Alors, j'avais tellement ce direct-là jusqu'aujourd'hui, ça m'a vraiment marqué. Ça dit que juste parce que j'ai percé l'abcès, j'ai provoqué certains sujets, j'ai tout entendu ce jour-là. D'autres sont venus me dire comment Jésus est noir, Mohamed était noir, Abraham était noir, Moïse était noir. J'ai tout entendu, il y a tout et du n'importe quoi que les gens racontent sur la toile. Je dis mais c'est très grave. Ça dit que on est tellement dans l'aliénation, on est tellement dans ce qui appartient aux autres, on est tellement dans le copier-coller qu'on veut tout faire pour ressembler à ceux-là qui ont humilié nos ancêtres hier. C'est très grave. Quand quelqu'un dit qu'il est fier de dire que Jésus, Abraham, Mohamed et tous ces gens étaient des Noirs, je suis d'accord pour dire que la base de l'Église catholique, du christianisme, la base de l'islam, la base de toutes ces religions-là, c'est l'Afrique. C'est pour ça qu'on dit que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité et de toutes les civilisations, et également de toutes les religions, parce que toutes ces religions sont parties d'Afrique. Ça, on est d'accord, mais à entrer dans une nouvelle forme d'aliénation
en trouvant que tout ce qui est noir est africain, en trouvant que Mohamed était noir, en disant que voilà, je sais pas, ils ont inventé tout là. Tout vient de l'Égypte. Les pizzas, c'est les Égyptiens qui ont inventé. Il y a même d'autres, j'ai même vu, ils ont dit que le football a été inventé par des Olmecs, c'est-à-dire l'ancienne civilisation noire du Mexique. J'ai tout entendu, tellement de conneries que les gens racontent. On ne peut pas nous regarder dans le miroir de l'autre. Il faut qu'on soit nous-mêmes et qu'on parte de nous-mêmes pour pouvoir renaître. On ne peut pas vouloir renaître en voulant copier les autres. Impossible. Voilà. Et vous vous rappelez, il y a une autre préoccupation, ça m'a fait rigoler. Il y avait une autre question d'un internaute. Vous connaissez le célèbre morguier du Cameroun qu'on appelle Ndoumbé le morguier. J'ai vu, c'est malheureux quand même, hein. C'est malheureux, mais bon, je ne dis pas que je veux me soucier de quelqu'un comme celui-là, hein. Il a fait son boulot et puis il était payé pour ce qu'il faisait. Donc à lui de se battre. Si à l'époque il traitait avec tous ces gens du gouvernement, tous ces satanistes-là, tous ces gens qui ont passé le temps à humilier le peuple, le vaillant peuple camerounais. Ils sont tellement nombreux comme ça. Ils ont travaillé avec le système. Il faut voir, il y a même celui qu'on appelle Roger Chantal Tuilé. Vous allez même vous rendre compte qu'au départ, quand il faisait ses directs avec le jeune Paul Chouta, il y avait 3000 personnes, il y avait 4000 personnes. Les gens venaient l'écouter parce qu'on se disait, waouh, voilà un jeune innocent qui a travaillé. Il rappelle lui-même, Roger Chantal Tuilé, qu'il a travaillé au Cameroun pendant 15 ans. Il touchait aux 750 ou 740 000. Il travaillait pendant 15 à 20 ans. Mais on est bien d'accord que quelqu'un qui a ce salaire-là au niveau du Cameroun ne peut pas vraiment s'en sortir avec le nombre d'enfants, avec la belle maison, avec tout ce qu'il avait derrière. Donc, c'est des gens qui hier ont été proches du système, qui ont travaillé certainement avec ce même système-là, et le lendemain, quand ils se sont retournés contre le même système, et le système a décidé de les broyer, c'est les mêmes qui viennent se plaindre sur la toile, c'est les mêmes qui viennent faire comme si, oui, ils sont victimes de l'injustice et autres, même si je ne suis pas d'accord avec ça. Qu'on menace sa femme, qu'on menace ses enfants, qu'on brûle sa maison, qu'on brûle même le chien et tout, ça, je suis 100% contre ça, mais de près ou de loin, c'est des gens qui hier étaient avec le système. Il ne faut jamais l'oublier. Parce que le problème avec nous, les nègres, c'est qu'on oublie vite. On oublie très vite. Ah, dis donc, laissons, passons sur ça. Toi aussi, évite ça. Ne cherchons pas les problèmes. Non, évitons. Et c'est parce qu'on évite que ça revient. C'est parce qu'on veut toujours déplacer que ça revient tout le temps au visage. Il faut souvent savoir se lever et combattre certaines choses. Donc, ces mêmes gens reviennent. Donc, pour revenir ici sur le cas du célèbre morguier, Ndoumbé le morguier, qui avait une grosse moto, je ne sais pas, Harley Davidson et tout, qui gagnait très bien sa vie à l'époque. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps. Il a pris sa retraite. Il est devenu méconnaissable. Il est devenu comme, je ne sais pas, un grand clochard. Il est abandonné à lui seul. Les gens ne lui rendent plus visite. Et c'est pour ça que le jeune, ce jour-là, j'ai marqué à côté. J'ai marqué pour ne pas oublier. C'est pour ça qu'il y a un jeune ce jour qui est venu me dire, de toute façon, tu dis que tu ne crois pas en Jésus. Tu es qui pour ne pas croire en Jésus? Et il prenait donc l'exemple sur Ndoumbé le morguier en disant que même Ndoumbé le morguier a donné sa vie à Jésus. Il dit, mais Ndoumbé le morguier, c'est Ndoumbé le morguier. Moi, c'est moi. J'ai été servant à l'église catholique, je le rappelle. Hein. J'ai été confirmé. J'ai eu le baptême, leur communion de merde là. J'ai eu la première communion même. J'ai été confirmé, voilà, par à l'époque, celui qui était en constamment, on appelait Dieu de Newacho. Moi, j'ai été confirmé. Mais plus le temps passait, mes ancêtres m'ont appelé. Comme vous avez l'habitude de dire que Jésus est venu vous parler. Mes ancêtres sont venus me parler. Ils ont dit, si tu n'es pas sur le bon chemin, reviens vite à la maison. Et je suis retourné aux sources. C'est très important. Donc, pour revenir sur le cas de Ndoumbé le morguier, tellement, j'ai vu certaines images, hein, c'est pas moi qui invente, hein, vous allez taper sur YouTube, vous allez voir taper Ndoumbé le morguier, il passe dans l'émission qu'on appelle Regard social. Il est en train de pleurer pour 1000 francs. Les gens viennent, on lui rend visite, on donne 1000 francs, on donne 100 francs, il prend, il essaie d'acheter quelques petits kilos de riz pour manger.
quelqu'un que j'ai connu, j'avais quel âge à l'époque? Peut-être 8 ans ou 10 ans maximum. Il venait chez nous dans le village là-bas avec une grosse moto. Il était venu avec une grosse moto Harley Davidson. Il impressionnait tout le village. Il avait ses dreadlocks encore à l'époque. Donc récemment, il a rasé, voilà. Il s'est rasé. Attendez voir. Il est venu dans l'émission Regard Social. Il était en train de pleurer. Il disait, aidez-moi, je suis malade, je ne peux pas me soigner. Il était en train de raconter tout un tas de trucs. Quand je regardais, j'étais choqué. J'étais choqué. D'ailleurs, il prenait l'exemple, voilà, sur Ndumbel Omoguier. Lui-même, il reconnaît l'existence de Jésus. Mais Ndumbel Omoguier, c'est qui? Ils sont nombreux qui ont dit qu'ils reconnaissent Jésus. Mais j'ai le droit de dire que je ne reconnais pas Jésus dans ma vie. Je reconnais mes ancêtres. C'est aussi simple que ça. C'est mon droit le plus absolu. Donc, on parle des gens qui, à l'époque, traitaient avec les gens du gouvernement, avec des ministres, avec des directeurs, tous ces satanistes qui dirigent le pouvoir au Cameroun. Il dit bien tous ces agents du diable qui ont le pouvoir dans notre pays. Lui-même parlait des liens très proches. Il était très proche de certains dirigeants de ce pays. Ils avaient le sale truc qu'ils faisaient dans des morgues avec des cadavres partout. On passait des commandes de je ne sais quelle partie du corps. Ils ont le truc qu'ils faisaient entre eux là-bas. Ils savent comment ça se passait. Nous sommes loin de ces saletés-là. Vous avez été avec ces mêmes gens. Et demain, quand on vous abandonne, vous venez maintenant faire des directs. Vous venez à Regard Social pour pleurer en disant, ouais, voilà, aidez-nous. Me voici aujourd'hui le grand Doumbé Morguier que j'étais ceci. Me voilà aujourd'hui. Les gens viennent me donner 500. Il a le droit de se plaindre aujourd'hui. Mais est-ce que hier, quand il fallait manifester, est-ce que hier, quand il fallait dire non à ces dirigeants, ils avaient dit non, non. Ils étaient avec eux. Ils mangeaient avec eux. Aujourd'hui, quand c'est mauvais, ils veulent revenir vers le peuple pour faire croire qu'ils sont victimes d'une injustice. Je rappelle que les gens ont bossé au Cameroun pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans. Ils n'ont jamais perçu un seul franc de leur retraite. Je dis bien, ils n'ont jamais perçu un franc de leur retraite. Donc aujourd'hui, Ndumbé se plaint. Il est en train de dire, il réclame sa retraite, on ne lui verse pas. Mais hier, il fallait mener le combat pour contraindre les dirigeants camerounais à verser l'argent aux retraités qui l'ont précédé. Si vous ne le faites pas aujourd'hui, sachez que demain, ça va vous rattraper. Tôt ou tard, ça vous rattrape. C'est important. Moi, j'ai un ami que je connais très bien ici en région parisienne. Son papa est décédé récemment, paix à son âme. Il était tellement choqué, il était énervé, que le jeune qu'il est soit en train de se battre en France tous les jours. Le pauvre doit se lever, je ne sais pas à quelle heure, à 5 heures. Il doit aller travailler, il rentre chez lui, il est 22 heures. De lundi à samedi. Il n'a pas le temps de se reposer. Il y a souvent, je lui dis, comme il vient, on se voit quelque part, on prend une bière, il n'a même pas le temps. Il finit tellement tard. Et il doit économiser tout cet argent pour envoyer à son papa au Cameroun qui est malade, qui a été foudroyé par un AVC. Il dépense des centaines de mille, il a dépensé des millions sur son papa pour pouvoir sauver son père. Non, non, l'option d'appel, pour le moment, j'ai bloqué. Je vais ouvrir la ligne après pour passer la parole aux gens. Donc, partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez massivement le direct. Donc, voilà quelqu'un qui s'est battu toute sa vie. Il a bossé pendant 40 ans. Et il se retrouve, il se trouve à la retraite. Il est incapable de se soigner. Ce sont ses enfants qui doivent envoyer de l'argent pour qu'il se soigne. J'ai dit, c'est très grave. C'est très grave. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, notre devoir, c'est de nous battre. C'est ce qui se passe aussi en France. Hein. Les retraités sont dans la merde en France. Pour beaucoup, quand même, il y en a qui se sont battus peut-être à l'époque pour que les retraites ne baissent pas. Ceux qui ne sont pas battus à l'époque sont en train de voir le résultat aujourd'hui. Quand on laisse les riches, on ne peut pas puiser dans la caisse des plus pauvres, des plus vulnérables. On puise dans la poche des retraités. Pourtant, on peut puiser dans les poches des riches. On laisse les riches ne pas payer des impôts et autres, mais on vient puiser dans les poches des pauvres.
Hier, des gens ils ont travaillé 40 ans de service et c'est des gens qui travaillaient 35 heures, 40 heures, voire même 50 heures la semaine. Plus même. Parce qu'à l'époque, on travaillait bien plus que maintenant. En France, en France maintenant, c'est 35 heures. Mais avant, c'était pas ça. Les gens travaillaient 50 heures, 60, 70, même 80 par semaine. Aujourd'hui, c'est 35. Maintenant, les jeunes Français doivent travailler pour financer le système de retraite. Mais ils ne le font. Il y a beaucoup qui refusent de travailler. Ils sont chez eux, ils dorment, ils ont 800, 900 euros. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a beaucoup qui ne vont pas bosser. Ils ont leurs 900 euros. Ceux qui se lèvent à 5 heures pour aller bosser, ils ont 1200. Donc la différence de 300 euros. Il y a un patron qui t'écrit dessus, un patron qui est derrière toi, qui te contrôle à chaque moment. Les gens, ils s'en foutent. Ils sont au boulot, ils sont au quartier. Salut Tina Flore, ils font leur petit business derrière, ils complètent et puis ils sont tranquilles. Et ils ont tout le temps envie de voyager. Oh, les gens de l'époque ne voyageaient pas. Donc pour revenir sur le camp Doumbé, si vous ne vous battez pas aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle je suis en train de me battre. Vous avez vu récemment un jeune au Cameroun. Je ne sais pas si ce jeune homme-là, je ne sais pas, je n'ai plus eu de ses nouvelles. Il a eu le courage d'aller dans la société, là ils appellent, il y avait le, je ne sais pas si non, c'est pas le FECOM, non, la Caisse nationale de la prévoyance sociale, mais il y a un organisme qui s'occupe de ça. C'est-à-dire que pendant que tu travailles au Cameroun, tu dois prendre le soin d'aller vérifier le nombre d'heures que tu as déjà cotisé. Ce sont eux qui s'occupent de ça. Il est allé là-bas, il était en service depuis peut-être plus de 20 ans, je ne sais pas. Il allait se renseigner, il veut savoir déjà combien d'heures il a cotisé, savoir combien il va gagner un jour s'il est à la retraite. On lui dit dégage. Il est donc sorti, il a pris son téléphone, il a fait sa vidéo étant là-bas, il montrait les bureaux. Le gars est venu réclamer l'argent de quoi? On n'a jamais donné l'argent, on s'en fout. Il a eu le courage, il a le mérite de l'avoir fait. D'autres Camerounais seraient allés rester tranquilles et disent que, ah, n'est-ce pas, ils sont trop forts, ils ont pris. Pardon. D'autres auraient dit, bon, ah, il est trop fort, ils sont trop forts ces gens-là, comme pour dire que le Cameroun appartient à une certaine catégorie de personnes. Mais non, le monsieur a eu le courage d'aller dénoncer ça. Il est jeune. C'est pour ça qu'on invite tous les Camerounais à entrer dans le combat. C'est pour ça qu'on invite tous les Camerounais à vous battre pendant que vous êtes jeunes. Parce que ce que vous ne menez pas comme combat maintenant, tôt ou tard, vous allez le regretter. Ce qui arrive dans notre pays aujourd'hui, ce qui arrive à notre pays, ce n'est pas le fruit d'un miracle. Hein. Du tout. C'est justement parce que ceux qui nous ont précédés n'ont pas mené le combat qu'il fallait. Et du coup, on se retrouve dans cette situation. Beaucoup ont abdiqué. Il y a beaucoup qui ont accepté l'humiliation. C'est ce qui continue même jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup de Camerounais qui adorent la misère. Il y a des gars qui aiment la souffrance au Cameroun, c'est-à-dire qu'il est content de se lever et aller souffrir. Il est content de se coucher sur un lit d'hôpital. On lui dit, monsieur, on ne te soigne pas parce que tu n'as pas déposé une caution. Il accepte ça. Pour lui, c'est normal. Il y a des gens qui adorent même ça, la souffrance, l'humiliation. Ceux de la diaspora également ne sont pas différents. Même s'ils sont en Europe, ils voient comment le système fonctionne. Ils sont un peu partout à l'étranger, dans des pays un peu plus développés. Ils voient comment le système fonctionne. Mais il n'en demeure pas moins que c'est les mêmes gens. Il y a beaucoup de cons également en diaspora. Ils sont tellement nombreux même d'ailleurs. Beaucoup de cons dans nos rangs. Ils n'ont jamais été capables de revendiquer quoi que ce soit. Regardez comment les ambassades du Cameroun fonctionnent à l'étranger. Regardez comment ils humilient les frères, les sœurs, qui font des heures et des heures. Donc, quand vous ne vous battez pas, c'était juste une petite parenthèse pour pas trop me perdre. Je reviens sur la spiritualité africaine. C'est ça qui m'a poussé à faire le direct aujourd'hui. Donc, il faut qu'une bonne fois pour toutes, je termine avec ces préoccupations-là. La prochaine fois, il y a d'autres livres, en dehors de celui-ci, bien sûr, en dehors de ce brillant ouvrage, qui parle de la culture, le culte des ancêtres, donc le culte des ancêtres, le culte des crânes et autres en pays bamileke. Je reviendrai avec plusieurs autres ouvrages que je vais vous proposer pour ceux qui veulent en savoir plus. C'est à nous de faire ce devoir, c'est à nous d'aller vers la connaissance. La connaissance ne viendra pas à toi, c'est à toi d'aller la chercher. Il y a quelqu'un qui me disait, le même qui disait, même Socrate, ils ont de ces conneries qu'ils racontent, même Socrate, même les grands philosophes disaient qu'ils ne croient pas en Dieu,
Ils ne croient pas en Jésus et à la dernière minute, en mourant, ils ont dit que Jésus est grand, Jésus est ceci. Il y a tellement de conneries dans notre communauté. On a un peuple vraiment de malades. C'est pour ça que on prend le temps de faire le petit travail, c'est-à-dire ce que nous faisons, la sensibilisation. C'est important et c'est un long combat. C'est un combat d'ailleurs qui est très long. Regardez comment sur le hold-up électoral, aujourd'hui c'est un peu en train de faiblir. On est en train de tout faire pour remonter la pente. Il y a beaucoup qui sont en train de se décourager. Ils sont venus dans ce qu'on appelle l'enthousiasme du début, l'émotion, ce qu'on appelle le raya raya. Ils sont venus là dans le raya raya, ça a bougé parce qu'ils étaient sûrs que Biya allait tomber dans les semaines qui suivaient. Ils étaient sûrs que Biya allait tomber en 2-3 mois de marche. Aujourd'hui, on a 5 mois, bientôt 6e, Biya est toujours là. Et il est même en super forme. Plus le temps passe, plus le gars se rajeunit. Il mange le bon poème sans sel et autres. Le gars est en forme au palais. Beaucoup se sont découragés à cause de ça. Parce qu'ils venaient croyant que dans les semaines qui suivaient, voilà, Biya allait dégager. Ils allaient dire, oui, nous on est trop fort parce qu'on a fait partie Biya. C'est une course de fond. Et il faut être prêt. C'est ce qu'on appelle la résistance. Donc ça va encore durer. Ça va prendre beaucoup de temps. Mais ça va prendre le temps que ça va prendre. Biya va dégager. Avant que cette année ne finisse d'ailleurs, il va dégager. D'ailleurs, les taux sont en train de se resserrer. Sur le plan international, on le voit très bien que c'est mort. Et même sur le plan national, les Camerounais, d'ici peu, vont se lever. Ça, j'y crois jusqu'au bout. J'y crois. Vous n'avez pas le droit de parler des ancêtres. Il y a celui qui me disait que Jésus est déjà... nos ancêtres sont déjà morts et en plus c'était des satans. Pourquoi parler d'eux? Le défi que je lui ai lancé, c'est de me prouver que Jésus n'est pas mort. Jésus aussi est mort. Pourquoi vous priez Jésus tous les jours? Ce que je déteste dans cette histoire, c'est que à chaque fois, je prends le temps, quand je prends le temps pour parler de mes ancêtres, pour glorifier mes ancêtres, il y a toujours les jésulâtres et les mahométans qui seront là pour mettre des commentaires insultants. Si vous insultez mes ancêtres, j'ai aussi le droit d'insulter les vôtres, les ancêtres des autres que vous glorifiez. Parce que c'est des gens même qui s'en foutent de vous. J'ai pris l'exemple ici la dernière fois. Un noir qui est musulman se trouve dans la mer avec un arabe musulman, descendant de Mohamed. Si Mohamed, le prophète, vient, il veut sauver quelqu'un, il sauvera d'abord son descendant. Ça me semble logique. Le nègre qui est musulman et arabisé, on va le laisser périr dans la mer. Il va aller retrouver ses frères, ils sont d'ailleurs nombreux. Mais il va d'abord sauver son fils, il va d'abord sauver ses descendants. Ça me semble normal, ça me semble logique. Le malheur que nous avons dans tout ça, c'est qu'on passe le temps à nourrir les égrégores des autres en oubliant nous-mêmes nos égrégores. Glorifier mon ancêtre, c'est nourrir un égrégore typiquement, purement africain. Alors que rentrer dans l'islam, c'est nourrir l'égrégore d'un ancêtre arabe qui n'a rien à voir avec l'Afrique. Donc vous enrichissez, vous nourrissez les égrégores des autres peuples qui n'en ont rien à foutre de vous. Les Arabes ne reconnaissent des Noirs comme étant que comme des esclaves. C'est pour ça qu'il y a tous les qualificatifs chez eux. Abid, Kalouche, ils ont tous les noms pour traiter le nègre d'esclave et autres. Ils n'ont pas d'autres noms. Ils considèrent le noir, il n'y a pas autre définition. Le noir, c'est l'esclave. C'est aussi simple que ça. Chez les Européens, c'est pareil. Chez les Juifs, c'est pareil. Vous allez toujours aller nourrir les égrégores des autres peuples en insultant vos propres ancêtres. Alors que votre devoir d'abord, c'est de nourrir vos égrégores. C'est de glorifier vos ancêtres. Mais non, vous ne le faites pas. Ce que vous savez faire, c'est réciter bêtement ce que les Blancs ont imposé, ou bien réciter bêtement ce que les Arabes ont imposé. Voilà le danger de l'Afrique. Vous voulez prospérer, vous voulez avancer, mais ceux que vous piétinez, ceux que vous humiliez tous les jours, c'est vos ancêtres. Il est impossible, je dis bien impossible d'avancer dans ces conditions-là. Il y a quelqu'un qui disait, je crois à mes ancêtres d'abord et Dieu après. Les ancêtres ici dans la spiritualité africaine, c'est des êtres déjà divinisés, comme je disais tout à l'heure. Ils ne remplacent pas Dieu,
Dieu est bien sûr au-dessus. Mais je rappelle ici que quand je parle de Dieu, ça se confond également à l'ancêtre. Sauf que Dieu, dans la spiritualité africaine, a une autre définition. On interprète ça autrement. Or, Dieu de l'autre côté, dans les religions, l'islam, le christianisme et autres, Dieu c'est un être barbu. C'est pour ça que chez eux ils disent que Dieu ressemble, les êtres humains ressemblent à Dieu. Donc il a créé Dieu. Dieu a créé, pardon, les êtres humains à son image et à sa ressemblance. Donc pour eux, le Dieu c'est un être déjà. Ils ont l'habitude de dire que Dieu, quand ils parlent de Dieu, Dieu ici c'est le masculin. Et le féminin c'est déesse. Pourquoi choisir Dieu et abandonner l'autre côté féminin? Or, dans la spiritualité africaine, il y a une certaine dualité. Dans la spiritualité africaine, il y a le côté féminin de Dieu, il y a le côté masculin de Dieu. C'est un ensemble en fait. Les deux ne sont pas dissociés. Il y a un côté féminin en Dieu, il y a un côté masculin en Dieu. Or, dans les religions des machos, les religions monothéistes dites révélées, parce qu'aucune religion n'est révélée dans l'histoire, Dieu ne s'adresse pas aux êtres humains. Et je rappelle que si Dieu devait parler à un être humain, il devrait d'abord parler aux Noirs. Les Arabes sont arrivés récemment. Les Européens sont arrivés il y a 8000 ans. Avant, il n'y avait pas d'Européens, il n'y avait pas de Blancs. Les Chinois et autres, tout ça, ils sont venus après. Donc, les Noirs ont vécu sur Terre pendant 120 000 ans en Afrique, avant de commencer à se déplacer dans les autres régions du monde, dans d'autres continents. Donc, pendant 120 000 ans, Dieu ne s'est pas adressé à un Noir, mais Dieu est allé s'adresser aux Arabes. C'est-à-dire que c'est très grave parce que quand tu suis, quand ils parlent, on revient dans la Genèse, la création de l'islam, ils vont te dire qu'il y a le mont Hira en Arabie Saoudite, comme par hasard. L'Arabie Saoudite, ce n'est pas en Afrique. Pour ceux qui insistent en disant que c'est une religion aussi africaine, pour ceux comme Ouattara a été capable de démontrer aux gens que l'euro est une monnaie africaine, le franc CFA est une monnaie africaine et qu'elle existe même avant l'euro. Vous voyez jusqu'à quel point l'aliénation. Vous voyez jusqu'à quel point les gens sont aliénés. Donc, le prophète se retrouve au mont Hira et il entend la voix de l'ange Gabriel qui vient lui parler et lui passe le message et tous les sourates du Coran. Et c'est comme ça qu'il descend du mont Hira. Il part convertir son peuple et il commence à réciter tous les sourates et tout, d'après ce qu'il raconte. Pour les Juifs, ça c'est encore ce qu'on appelle le Hélélé, c'est le Terminator, parce que Moïse lui-même, il dit, c'est-à-dire que Moïse lui-même a reçu la parole de Dieu en direct, c'est-à-dire que Dieu lui-même est descendu, il est venu parler à Moïse. Il est descendu, il est venu parler à Moïse. Quand tu vas de l'autre côté chez les chrétiens, c'est pareil. Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est-à-dire que il y a le lien de sang, c'est-à-dire que c'est tellement rapproché, il est le Fils de Dieu, et Jésus lui-même est Dieu d'après ce qu'ils disent. Il est non seulement le Fils de Dieu, Jésus est Dieu. Et ils ont bien écrit que aucun ne peut arriver à mon Père sans passer par moi. Donc c'est Jésus qui détient la clé du paradis. Et les musulmans de leur côté n'acceptent pas ça. Que Jésus n'est qu'un prophète comme les autres. Jésus n'est pas Dieu. Pour le chrétien, Jésus est Dieu. Et personne ne peut arriver à Dieu sans passer par Jésus. On est dans une folie totale. C'est-à-dire qu'on est dans une folie qui ne dit pas son nom. On est dans l'absurdité. C'est-à-dire qu'il y a de ces choses qui me semblent. Et les Africains sont tombés dans ce piège-là. Massivement. Massivement, ils sont tombés dans ce piège-là. Donc, dans tout ça, Dieu a parlé aux Arabes. Il a parlé aux Juifs. Il a parlé aux Blancs. Et à aucun moment, Dieu a parlé à un Noir. Ça vous semble logique? Pour un Noir qui fait usage de son cerveau, c'est des questions importantes à se poser. C'est des questions incontournables. Tu demandes-toi pourquoi, quand on parle du Noir dans la Bible, on ne parle qu'en mauvais. On parle du Cham qui est l'enfant maudit. On parle de Japheth et de Sem qui sont des enfants qui seront toujours riches, qui sont les plus beaux. Mais quand on parle du Noir, on parle directement de Cham qui est l'enfant maudit. Donc pour revenir sur le mot Dieu, il y a un côté, c'est encore une preuve que l'Afrique a toujours intégré la femme au même titre que l'homme. Il y a toujours eu une relation complémentaire, de complémentarité entre l'homme et la femme. Vous avez le côté masculin de Dieu, vous avez le côté féminin de Dieu. Et l'ensemble forme ce qu'on va appeler Si, tout ça, dans tous les peuples africains. Nzambé, tout ça, il y a les différents noms.
pour désigner le même Dieu. Pourtant, dans leur religion, Dieu, c'est un être humain, c'est un homme. Il n'y a pas de femme dans ça. Et Dieu a créé un homme. C'est l'homme. De l'homme, on a extrait les côtes pour fabriquer une femme. Raison pour laquelle vous n'êtes que, ça dit que, c'est pour ça que dans ces religions, la femme est humiliée en permanence. Elle n'a pas le droit de s'exprimer, elle n'a le droit de rien dire. Et il y a encore une connerie qu'ils racontent dans leur Bible de guerre, qu'ils appellent Bible de paix, livre de paix. C'est en réalité des livres de guerre. Ils disent à l'intérieur que Dieu lui-même dit dans sa parole. J'ai toujours demandé, mais attends, Dieu a dit ça à quel moment? Dieu a parlé avec qui? J'ai dit que si Dieu devrait parler à un être humain en direct, il devrait commencer d'abord à s'adresser aux Noirs. Parce que c'est les aînés de l'humanité. On ne devrait pas laisser les grands frères pour venir parler aux derniers nés, pour parler aux Benjamins qui sont les Blancs et les Arabes et autres. Ils sont arrivés récemment dans l'histoire de l'humanité. Les Noirs existaient avant. Ils ont peuplé toute la terre, il n'y avait que des Noirs. C'est bizarre que Dieu n'ait pas parlé aux Noirs, mais qu'il s'adresse directement aux Arabes, et pire même aux Juifs, il a parlé directement, c'est-à-dire qu'on entendait sa parole. On dit Moïse s'était retrouvé dans des buissons, il était avec des brebis, c'était un berger, il s'est retrouvé dans les buissons, et il a entendu une voix qui est descendue du ciel, et Dieu est directement venu lui parler. Après, il allait annoncer quoi? La création de quoi? De son peuple et autres. Donc le côté féminin, le côté masculin, dans la spiritualité africaine, le côté féminin et masculin de Dieu, dans la spiritualité africaine. Salut Stevie Sam. Stevie Sam. Et de l'autre côté, comme c'est des machos, ils ont parlé uniquement du côté masculin. C'est pour ça qu'ils disaient il. Il ici c'est le masculin. Dieu lui-même dit dans sa parole. On pouvait dire que la déesse elle-même dit dans sa parole. Dieu lui-même, donc ils se sont arrêtés uniquement sur le côté masculin. Encore une fois, vous avez toutes les preuves qu'on est dans une société de machos. Ce n'est pas une réalité africaine. Je vais revenir, Kaman African, sur ta question, sur ta préoccupation de tout à l'heure. Après, je vais vous donner la parole. Les Blancs, ils me disaient que ce que les ancêtres des Blancs, voilà, les ancêtres des Blancs, voilà une autre question. Les ancêtres des Blancs ont laissé des grands héritages. Et leurs enfants en profitent aujourd'hui. Toi qui es noir, tes ancêtres ont laissé quoi? Tes ancêtres n'étaient que des sorciers. Ils passaient tout le temps à boire du vin. Ils vendaient leurs enfants. Les ancêtres étaient des vampires. Ils mangeaient les gens la nuit. Voilà ce qu'ils me disaient. De regarder jusqu'à quel point le nègre est convaincu que Dieu, les Blancs, les ancêtres blancs ont laissé un héritage à leurs enfants. Et les ancêtres noirs n'ont rien laissé. Nous ont rien laissé. C'est très très grave. Très grave. Partagez le direct s'il vous plaît, partagez. Diana Sudeux, bonsoir. Je rappelle que les plus brillants héritages, les ancêtres africains ont laissé. D'ailleurs, je vais commencer par l'Égypte antique. La plus brillante civilisation qui ait existé dans l'histoire de l'humanité, qui a duré 3000 ans, parce que toutes les autres civilisations, c'est 400 ans, les Arabes c'est 800 ans, les Européens on est à 500 ans et bientôt, ils sont sur la pente descendante. Je dis bien, l'Égypte antique c'était 3000 ans, incomparable. Et eux aujourd'hui qui disent être des gens très développés, sont incapables de démontrer comment à l'époque, il y a 3000 ans, ils ont pu bâtir des pyramides, ils ont pu bâtir des sphinx, des grandes... Ils ont pu maîtriser avec la plus haute précision les techniques de momification. Il y a tellement de choses. Bon, je vais laisser le cas de l'Égypte pour prouver que même après l'Égypte, quand les Noirs sont descendus dans le sud du continent africain, ils ont encore bâti des brillantes civilisations au Dahomey, civilisation au Ghana, la civilisation de Songhai, même la civilisation du peuple Bamileke, la civilisation dans le Monomotapa, il y a tellement de belles civilisations, de brillantes civilisations qui ont été bâties. Axiom, dans l'Éthiopie actuelle, il y en a tellement, je ne vais pas passer le temps à
à citer tout. Je peux pas déjà, donc je n'aurai pas suffisamment de temps pour le faire. Donc pour ce frère, comment on dit ça, Jésus-lâtre, qui estime que les Noirs n'ont rien laissé comme héritage à leurs enfants, j'ai dit c'est très grave. Celui-là doit se faire soigner. Et se faire soigner ici, c'est pas aller chez les psychiatres et autres. Se faire soigner, c'est tout simplement lire son histoire. Chercher à comprendre. C'est aussi ça, une sorte de thérapie. Parce que je vous rappelle que moi aussi, avant, j'étais un peu dans l'aliénation. Depuis le jour où j'ai commencé à dire que je suis curieux, j'irai apprendre jusqu'au bout. J'ai des livres qui me coûtent 25, 30 euros, 40 euros. Parfois, je regarde 40 euros comme ça, j'ai dit, merde, c'est pas possible. Au lieu d'aller s'asseoir quelque part, boire le vin, mon ganda, ça va finir. Les 40 euros, je mets ça sur un livre. Je sors 50 euros, j'achète 2 livres. 25, 25. Ça me revient cher, mais il faut, si on veut se bouger, si on veut accéder à la connaissance, ça passe par là. Il faut se cultiver, il faut se former, il faut lire au maximum. C'est ce qui manque à notre peuple. Il faut lire énormément. Celui-ci, par exemple, donc ça m'a coûté 20 euros. C'est 20 euros, je dirais, j'ai quand même la chance d'être en France. On peut quand même se permettre. 20 euros, c'est pas grand-chose. On peut s'acheter un livre à 20, 30. Et encore, si le livre est très important, même à 150 euros, les gens achètent des livres. Un seul livre, 150 euros. Je suis d'accord que si j'étais au Cameroun, dans ce pays-là, je ne me serais pas permis de sortir, par exemple, 5 000 francs ou 10 000 francs pour acheter un seul livre et lire. Très peu de Camerounais peuvent se permettre ça. Il y a beaucoup de livres, des brillants livres chez nous, mais les gens ne peuvent pas se permettre de lire parce que tu gagnes combien par semaine pour te permettre de retirer 5 000 ou 10 000. Quand on parle du brillant livre de Le paradoxe du pays organisateur de Ateba Yene, il y a le livre on parle de rupture de stock à l'heure actuelle, le livre du professeur Maurice Kamto, L'urgence de la pensée. Les gens essayent quand même de lire, mais pas tant que ça. Très peu peuvent se permettre. Ça, c'est très grave. Les Arabes ont laissé un héritage à leurs enfants. Les Chinois ont laissé. Les Blancs ont laissé. Tout le monde a laissé. L'Africain est le seul à penser que ses ancêtres n'étaient rien du tout sur cette terre. Ils n'étaient que des sorciers. Ils n'étaient que des esclaves. Ils n'étaient que des soulards. Des choses comme ça me choquent. Ça me choque. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ce genre de choses me choque. Qu'un Africain pense que son ancêtre n'était rien. Vous croyez qu'avec tout ce que le peuple africain a vécu, a subi, vous croyez que si les Africains n'avaient pas quelque chose de spécial, on serait vivant aujourd'hui? Les Blancs ont tout tracé pour effacer l'homme noir de la surface de la terre. Mais ils n'ont pas pu. Les Arabes l'ont fait. Castrer nos ancêtres. Les empêcher de faire des enfants. Le cas des Européens, c'est grave, mais on a quand même la chance qu'aujourd'hui, on a beaucoup de millions d'enfants qui sont nés dans le Nouveau Monde. Le deuxième pays au monde le plus peuplé, où il y a plus de Noirs, après le Nigeria, c'est le Brésil, avec plus de 100 millions de Noirs. Je dis bien plus de 100 millions de Noirs, des Afro-Brésiliens. On a des Afro-Colombiens, des Afro-Mexicains et même des Afro-Canadiens. Je le découvre récemment avec mon professeur Nissim Lasconi qui nous en parlait. Des Noirs canadiens qui ne sont pas issus de l'immigration, comme on peut voir aujourd'hui. Non, des Noirs canadiens, typiquement canadiens, qui sont arrivés au Canada après la fin de l'esclavage et autres et tout. Il y a beaucoup de Noirs canadiens qui se sont installés. Ils sont Noirs canadiens, ils vivent sur leur terre. Le Canada, c'est leur terre. Il y a des Noirs partout. Des Dravidiens en Inde. Vous allez trouver ceux qu'on appelle les intouchables au Yémen. Des Noirs d'origine africaine, il y en a partout. En Australie, vous allez trouver sur tous les points de la terre. Ce n'est pas un hasard si c'est... Donc, pour revenir sur le Nouveau Monde, on a quand même la chance parce qu'à l'époque, ils avaient tout fait. Dans le monde arabe, c'est d'ailleurs pour ça que vous allez voir très peu. Mais ils y sont quand même. Chez les Perses en Iran, il y a des Noirs iraniens. J'ai vu des matchs de football de l'équipe nationale d'Iran. L'animateur et le speaker, le grand speaker du stade, c'est un Noir iranien. Afro-descendant. Avec le tambour. Parce que le tambour ici, ce que les Congolais appellent le tambour sacré, Ngoma Lungundu, c'est vraiment un instrument. C'est-à-dire quand c'est un instrument, quand vous voyez ça quelque part, même si aujourd'hui les gens tentent de s'approprier,
Quand vous voyez cet instrument quelque part, ça signifie que le noir est passé par là. Le tambour. Grand, c'est-à-dire que c'est lui qui chauffait le stade et il a son tambour, un Iranien. Ils sont tellement nombreux. Regardez la guerre que tout le monde entier jusqu'à aujourd'hui mène à notre peuple. Mais les Noirs continuent d'exister et ils font surtout beaucoup d'enfants. Les Noirs continuent de faire des enfants partout. Regardez le combat qu'on mène contre nous. On nous mène un combat, mais vous ne vous rendez même pas compte. On fait tout pour que les femmes noires aux États-Unis se retrouvent seules. On fait tout pour que les hommes se retrouvent de leur côté pour ne pas faire le maximum d'enfants parce qu'ils ont peur de se retrouver demain avec une Amérique, avec beaucoup de noirs. C'est pareil, en Europe, ils font tout pour se protéger en faisant croire aux nègres que non, l'avenir du monde, c'est le métissage parce que bon, ils trouvent qu'on est un peu trop noir, il faut nous diluer un peu la peau en faisant des enfants un peu, voilà, mi-blanc, mi-noir et autres. Il faut éviter qu'on ait le maximum d'enfants noirs charbon avec des cheveux crépus en Europe. C'est fait exprès. Parce qu'ils ont peur d'être envahis. J'ai toujours appelé ici les femmes noires. Même si vous voulez qu'on vous donne des enfants gratuits, appelez-nous. Nous, on est là pour vous, on va vous donner des enfants. Faites le maximum d'enfants noirs en Europe. Ça, c'est important. On va beau dire que c'est des Afropéens, mais c'est important qu'on occupe l'espace. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, ceux qui sont en train de dominer, ils dominent et ils ont pris des positions très très stratégiques. Et même d'ailleurs, au sein même du pays, au sein du continent, ceux qui prennent davantage la parole, ceux qui ont aussi le pouvoir de décider, c'est ceux-là qui sont nombreux. On sait très bien que les Juifs sont puissants. Hein. Ils sont surpuissants, ils sont des grands industriels. Ils ont tout. Mais ils ne sont pas nombreux. On a à peine 600 000 Juifs en France. Et beaucoup sont en train de fuir, ils retournent chez eux, beaucoup sont en train de partir. Mais l'ennemi d'en face est en train de prendre du terrain, est en train de gagner du terrain. Depuis des décennies, aujourd'hui, ils sont devenus tellement plus nombreux. Ils sont en train de gagner du terrain. Il y a des villes aujourd'hui qui vont à Saint-Denis. À Saint-Denis, 90% de la population, c'est d'origine nord-africaine. Mélangé aussi avec ceux qui viennent des pays du sud du Sahara. Vous allez à Argenteuil, la plupart, il y a beaucoup de villes en France où on sait que là-bas, mais ça appartient aux Africains. Mais ils font tout pour se protéger. Moi, ça me semble normal. Il n'y a que chez nous en Afrique qu'on peut ouvrir, voilà, les routes. On met le tapis rouge aux descendants d'Indiens et de Pakistanais. Et le pire même, c'est que le président Uhuru Kenyatta a intégré cette tribu comme la 44e tribu du Kenya. Les Indo-Pakistanais du Kenya. C'est très grave. Il n'y a que chez nous qu'on ne peut pas protéger nos intérêts. Il n'y a que chez nous qu'on n'est pas jaloux de nos intérêts. Vous imaginez, on va dire aujourd'hui les Algériens, je ne sais pas, Camerounais, Congolais, les anciens descendants de... On va créer par exemple en France une tribu qu'on appelle la tribu des descendants de tirailleurs. Genre on dit, voici leur ville, les Africains, Congolais, Maliens et autres, avec les Maghrébins mélangés, vous faites votre truc. C'est comme ça que ça se passe au Kenya. C'est-à-dire tu arrives, tu as l'impression que tu es en Inde ou bien tu es au Pakistan. Ils sont chez eux, sur leur terre. Et même beaucoup ont refusé la nationalité même de ce pays. Ils ont toujours des passeports pakistanais. Ils ont des passeports indiens. Moi, j'ai mon collègue qui est pakistanais. Quand je lui parlais de ça, il n'en revenait pas. Il disait, mais attends, donc il y a mes frères sur votre continent. Je dis, mais oui. Je suis allé jusqu'à taper les vidéos sur YouTube pour lui dire, voilà tes frères. Et quand il regardait sur le même visage, il dit, mais c'est pas possible ça. Comment ça peut exister? Mais oui. Ils sont arrivés à l'époque là-bas avec... beaucoup ont été pris comme esclaves pour venir au Kenya avec les Anglais, qui étaient anciens colons, partis de cette région-là pour se rendre dans l'est de l'Afrique. Ils avaient pris beaucoup avec eux. Et au fil du temps, ils se sont développés dans leur communauté. Ils ont leur mosquée à eux. Les Noirs sont d'ailleurs interdits de passer là-bas. Ils ont leur mosquée. Ils ont leur truc à eux. Leurs écoles, leur auto-école. Ils ont tout. Leur langue, ils ont leur centre culturel. Ils ont tout conservé. Ils sont jaloux de leurs intérêts. Il n'y a que chez nous qu'on pense que le meilleur noir, c'est celui qui doit ressembler aux blancs. Le meilleur nègre arabisé, c'est celui-là qui va ressembler aux arabes. Il n'y a que chez nous qu'on pense comme ça. Donc, pour revenir sur ces questions très très importantes, c'est pour ça que je disais, contactez nous-mêmes les enfants, on va vous donner ça gratuit. Faites le maximum d'enfants, ça c'est important. J'en ai marre de voir les femmes noires partout en France dans des jolis appartements seuls.
maximum avec un enfant ou deux enfants, elle a abandonné à elle-même. Mais les hommes sont partout. Cherchez vos frères noirs, on vous bombarde des enfants. C'est important que la France demain, que la place des Noirs, qu'on commence à compter aussi en France en termes de population. Ceux qu'on respecte le plus dans le monde, c'est ceux qui sont aussi nombreux. Hein. Ça compte. Hein. La population compte beaucoup. Hein. La Suisse est un pays très riche. Mais quand on compte les pays du monde qui sont plus influents, on ne compte pas la Suisse. Hein. On ne va jamais compter la Finlande, on ne va jamais compter. Mais aujourd'hui, ils sont obligés de compter le Nigeria. 190 millions d'habitants, ils sont obligés de faire avec le Nigeria. Ils sont obligés de faire avec l'Inde, obligés de faire avec le Brésil. Tous ces pays-là. Parce qu'ils sont peuplés. La population compte. Il n'y a que chez nous qu'on voit aujourd'hui nos sœurs qui sont, comme elles sont en Europe, elles veulent montrer qu'elles sont très intégrées. Elles sont encore même plus royalistes que les rois. Elles sont, voilà, trop intégrées. C'est même plus l'intégration, c'est même de l'assimilation. On veut même faire comme les blanches, on veut passer. Elles commencent, c'est les mêmes qui font, voilà, vous savez, faire des enfants, c'est un peu chiant. Vous savez, quand je vois des nègres comme ça en France, j'ai envie de... Il y a deux fois d'autres comme ça, je les écoute parler, j'ai envie de casser ma tête. J'ai envie de cogner ma tête au mur. Je dis, mais on est dans un monde de malades. Et si tu essaies de leur parler, ils vont te dire, de toute façon, monsieur, vous me parlez, on ne se connaît pas, vous n'avez pas le droit. Vous savez, les enfants, c'est chiant et autres. Mais il y a des conneries que je vois dans notre communauté. Bon, je reviens encore sur mes ancêtres. Ça, c'est très important. De temps en temps, je sors un peu, je reviens. Ça, c'est important. Si vous ne voulez pas le dire ici en face, contactez-nous même inbox, on va vous donner les enfants. L'avenir du monde, ce n'est pas le métissage. L'avenir, ça se fait avec nos frères et nos sœurs. Ça, c'est important. L'avenir ne se fait pas en se mélangeant aux autres. Il n'y a que le nègre qui a ce complexe d'aller se mélanger aux autres forcément. Les Arabes, ce n'est pas leur problème. Les Blancs, ce n'est pas leur problème. Les Chinois, ils refusent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu n'es pas 100% chinois, pour eux, tu ne comptes pas. Il faut voir le cas au Japon avec la Miss japonaise qui était métisse. Elle a été rejetée par le pays. Il faut voir encore le cas Naomi Osaka, qui est métisse, champion du monde de tennis. Elle a été rejetée. C'est autant d'exemples pour vous faire comprendre que malgré tout ce que vous allez faire, les gens ne vont jamais vous accepter. Ce n'est pas avec le métissage qu'on va faire le monde. Le noir ne reprendra pas sa place dans l'histoire de l'humanité avec le métissage. C'est impossible. Regardez le scandale qu'il y a eu récemment en Algérie. J'aime bien prendre ça pour exemple. Une fille noire algérienne, pour beaucoup qui pensent toujours que tous les Algériens sont blancs, une noire algérienne a été Miss Algérie. Tout le pays l'a rejetée. Du moins, une partie du pays l'a rejetée. Parce qu'elle est noire. Vous qui passez le temps à rejeter vos ancêtres, sachez que quand vous rejetez vos ancêtres, vous marchez avec des tonnes, je dis bien des tonnes de malédictions qui vous suivent au quotidien. Je dis bien au quotidien. J'ai des petites vidéos que je vais préparer, j'ai des textes, j'ai des trucs où je vais sortir. Vous allez voir comment ces mêmes gens qui vous disent que abandonnez vos ancêtres, ils louent leurs ancêtres au quotidien. Je dis bien au quotidien. Aimer, c'est le nom de quoi que tu veux. Pose la question, je vais te répondre si je peux. Ils m'ont dit comment, voilà, si je glorifie mes ancêtres, ça veut dire que je glorifie un homme. Pourtant, il faut plutôt glorifier Jésus. J'ai dit, mais d'après vous, Jésus était un homme avant de mourir. Mes ancêtres étaient aussi des êtres humains. Et là, j'ai la certitude. Parce que j'existe. Si j'existe, c'est parce qu'ils ont été là. C'est parce qu'ils m'ont précédé. Donc, ça me semble logique de les glorifier. Ça me semble logique de parler bien de mes ancêtres. Ça me semble logique de recevoir leur bénédiction. Parce qu'il y a un lien entre eux et moi. Ils estiment que non, nos ancêtres sont des êtres humains, alors que Jésus est Dieu. Jusqu'à quel point on est malade. Il avait même dit encore quoi ce jour-là. Franchement, il y a ces trucs. Dès que tu vas arrêter de parler de tes histoires, de tes ancêtres, bipez-moi, je vais revenir dans le direct. Malheureusement, ce jour-là, j'ai commencé avec mes ancêtres et j'ai fini avec mes ancêtres. Mais je n'ai pas bloqué la personne. J'ai laissé le soin. Peut-être la personne reviendra. Peut-être la personne aura le temps de mieux comprendre
de peut-être regarder d'autres directs de moi ou bien lire d'autres livres si la personne en a d'ailleurs la curiosité. Je doute très fort que ça puisse être le cas. Mais mon but, je rappelle, hein, ce n'est pas d'obliger les gens à revenir à leur spiritualité, mais c'est de vous expliquer les choses telles qu'elles sont, d'après ce que j'ai comme petite connaissance. Après, maintenant, si vous voulez prendre ce chemin, je ne peux que vous encourager. Mais je ne suis pas là pour vous dire sortez de vos églises, sortez de vos mosquées, parce que je sais que pour beaucoup, c'est mort. Il y a beaucoup qui sont tellement dans l'aliénation au point où il faut les laisser où ils sont. Qu'ils meurent là-bas, c'est le problème ça. Il y a ceux qu'on ne peut pas récupérer, des gens irrécupérables. Je dis bien irrécupérables, mais le but ici, ce n'est pas de récupérer les gens, mais c'est de vous pousser à aller chercher à connaître vos ancêtres. Le but, c'est de vous pousser à aller les chercher, à chercher à les connaître. C'est très important. Partagez massivement le direct. On va continuer la dernière partie et je vais conclure et je commence à donner la parole. Partagez le direct s'il vous plaît, partagez. Voilà, il y a encore il y a encore un autre exemple. Ça me fait même rire avant que je commence même à lire. Le même monsieur disait euh, il est impossible de nager dans un cours d'eau parce que les ancêtres habitent dans l'eau en Afrique et ils absorbent les gens. Ils sont dans l'eau, ils avalent les gens et tout. Mais attends. Donc, les ancêtres africains habitent dans des cours d'eau et ils avalent les gens qui viennent s'abreuver et autres. C'est très très grave. Vous voyez les paroles d'un nègre. Et si tu lui disais que c'est un ancêtre arabe, il allait dire non. Si tu lui disais c'est un ancêtre européen, il allait dire non. Mais il va te démontrer que non, l'ancêtre africain c'est un sorcier. Tout ça c'est pour dire que nos ancêtres c'est des vampires. Parce qu'ils vivent dans l'eau. C'est des vampires. Comme si en Europe, les cours d'eau n'étaient pas aussi sacrés. Il y a des cours d'eau sacrés en Europe. Donc comme si les ancêtres européens n'habitaient pas aussi des cours d'eau. Non, chez nous en Afrique, ils sont dans l'eau. D'ailleurs, il y a même ceux qui ont tenté de démontrer, et même j'ai cru à ça quand j'étais encore petit. Il y avait un cours d'eau chez nous qu'on appelait Mboalé, quand j'étais encore petit. Et c'est bizarre parce que même nos grands frères qui étaient là, bon, eux aussi je suppose, il y a beaucoup qui étaient dans l'aliénation, ils y sont encore même beaucoup, ils sont encore nombreux dans cette aliénation, ils n'ont jamais rien compris. Donc il y a ceux qui nous disaient, quand vous voulez aller dans ce cours d'eau-là, dans cette rivière, ne mangez surtout pas. Pardon, parce que quand vous mangez avant d'aller dans ce cours d'eau, les ancêtres, les vampires qui sont dans l'eau, vont absorber toute vos nourritures que vous avez mangées. Et c'était pourquoi, c'est bizarre parce que même en Europe ici, ceux qui vont généralement à la piscine, le savent très bien, que quand tu as fini de nager, généralement tu as faim. Ça s'explique de façon scientifique. Quand tu vas à la plage ici, tu prends le temps de nager, tu nages. Après ça, tu as faim. Généralement, quand les gens sortent de là, ils vont tout de suite, parce qu'en face, il y a des restaurants, il y a tout, les gens vont manger. Parce que tu nages, après un moment, tu as faim. Mais pendant beaucoup d'années, quand j'étais plus jeune, Mboalé Wata, comme le frère vient de le dire, ou bien la soeur, on nous disait que non, dans cette eau-là, il y a des vampires. Ils attendent seulement quand vous allez manger, vous venez, ils vont absorber toute vos nourritures. Mais j'ai dit, c'est très grave. Et celui qui parlait de ça, c'est un majeur. Hein. C'est pas un enfant. C'est un majeur, quelqu'un qui a peut-être 35-40 ans qui dit ce genre de conneries. Que les Africains habitent des cours d'eau. Nos ancêtres des sorciers habitent ces cours d'eau-là et ils sont là pour faire du mal aux gens. Et moi-même, j'y ai cru. Quand j'étais plus jeune. Bon, aujourd'hui, c'est plus pareil. Heureusement. Partagez le direct. Partagez le direct.
Donc, c'est pas parce qu'on a 50 ans, c'est pas parce qu'on a 40 ans qu'on est très instruit, c'est pas parce qu'on est ancien qu'on a beaucoup de choses dans la tête. Hein. Je rappelle qu'il y a beaucoup de cons qui ont 70 ans. Désolé de le dire comme ça, mais c'est la vérité. Bah oui, hein. Les Noirs, il y a beaucoup dans des villes en Inde qu'on massacre. On passe le temps, on les massacre. Ils n'ont même pas le droit de mettre pied dans certains endroits. On les tue, on les repousse. Je dis bien pour ces Indiens qui sont d'origine africaine. Parce qu'il y a beaucoup d'Indiens qui sont bien sûr noirs, mais il y a parmi eux des Indiens d'origine africaine, des Dravidiens. Ils sont plus de 3 millions d'habitants là-bas. Nous n'en parlons même pas des intouchables. Les intouchables qui sont au Yémen, ils sont nombreux. Je dis bien des afro-descendants qui se retrouvent. Mais, et surtout, il est important toujours de le rappeler que ceux qui sont dans ces régions sont aussi des anciens descendants, d'Africains. C'est-à-dire que ceux qui occupaient des empires d'avant, qui s'étendaient jusqu'en Asie. Je rappelle qu'il y a des empires africains, comme le royaume, par exemple, le royaume de Saba s'étendait jusqu'en Asie. Et les anciens descendants qui sont de cette zone-là sont considérés aujourd'hui comme descendants d'esclaves. Pourtant, non, ils ne sont pas forcément descendants d'esclaves, non. Ils ont toujours habité ces régions. Il ne faut pas toujours penser que tous les Noirs qui se trouvent peut-être ou bien aux Antilles, ou bien je ne sais pas où, les Noirs qui se trouvent en Asie, les Noirs qui sont toujours forcément descendants d'esclaves. Ça n'a strictement rien à voir. Sandrine Dazo et toi là, tu me cherches. Alors, donc Jésus est partout. Pour lui, il estimait que Jésus est partout dans la nature. Et les ancêtres sorciers, vampires africains, sont uniquement dans l'eau. Pour tuer les gens qui arrivent, pour absorber la nourriture. Mais c'est très grave. C'est très grave. Il dit les nègres, c'est très très grave. Voilà. Il y a une autre connerie encore. Il me disait, bon, Bertie le Camille, vu que tu défends trop tes ancêtres, il ne faut plus porter les habits des Blancs. Là, c'est le Terminator. Tu veux faire, genre, tu défends tes ancêtres, tu aimes trop l'Afrique, tu aimes trop les Noirs, mais tu portes les habits des Blancs, tu utilises la télévision des Blancs, tu utilises la télécommande des Blancs, tout ce que les Blancs ont inventé, tu utilises. J'ai dit, mais c'est très, très grave. J'ai dit bien, c'est très grave. Ça m'a même choqué ce jour. C'est pour ça qu'en même temps, bon, ça me faisait aussi rire de temps en temps. C'est pour ça que j'ai pris le temps de noter. Regardez ce qu'un nègre peut dire de ses ancêtres. Regardez ce qu'un nègre peut dire de ses ancêtres. Donc les Noirs, pour lui, n'ont rien inventé. Les Noirs n'ont rien inventé. Et tout ce qui existe aujourd'hui, c'est l'œuvre des Blancs. Nous utilisons tout simplement ce que les Blancs ont inventé. Donc, nos vêtements, ça veut dire qu'avant l'arrivée des Blancs, en Afrique, les Noirs marchaient nus. Les Noirs n'avaient pas de vêtements. Donc, avant l'arrivée des Blancs en Afrique, le Noir ne savait pas... il y a tellement de choses que je n'ai même pas envie de rentrer dans ça. Pour ceux peut-être, parmi ces 118 personnes peut-être qui regardent le direct et qui pensent pareil, c'est l'occasion pour vous d'aller taper sur Google, au lieu d'aller regarder les histoires de Fleur de Lys où elle parle des peignes artificiels et autres. Vous allez taper sur Google, ça ne vous prend pas 5 minutes, vous tapez sur les inventions noires, les inventeurs noirs de l'histoire. Ça, c'est très important, ça va au moins se désaliéner certains qui pensent que tout ce qui existe, d'ailleurs, c'est des Blancs qui ont apporté. Je dis plutôt que c'est le contraire, tout ce qui existe dans l'humanité, ceux qui ont impulsé tout ça, ceux qui ont été à l'origine, voilà. Sandrine Dazo, pourquoi revenir sur les enfants? Nous, on est là pour vous donner ça, pour verser ça partout. Le but aussi, c'est d'occuper l'espace. Parce que la vraie guerre, c'est aussi ça. Mais bon, je ne sais pas si je reviendrai dessus. Il a déjà dit l'essentiel. Donc, c'est plutôt les Africains, nos ancêtres, qui ont fait le déplacement en Europe pour sortir l'Europe de la barbarie. Rien à voir avec ce qu'on nous raconte aujourd'hui. Que non, c'est les Blancs qui sont venus, ils ont apporté les éléments de la civilisation. C'est tout le contraire. Si on va aller dans ce sens-là, les plus grands penseurs, les plus grands scientifiques européens, tous ont été en Afrique étudier. Il faut vous poser la question, pourquoi ils sont partis de chez eux pour venir étudier en Afrique?
Si on va en philosophie, Hérodote, Platon, Socrate, tous sont venus étudier en Égypte. Il n'y a pas que l'Égypte, hein, il y a aussi le Mali à l'époque. La ville de Tombouctou d'ailleurs. Bon, je ne vais pas prendre le temps de rentrer dans tout ça parce que si je vais rentrer dans tout ça, ça va encore prendre beaucoup de temps. Il y a tellement d'explications, il y a tellement de choses encore à dire dans tout ça. C'est très important. Donc, en dehors des grands scientifiques de l'époque, les astronautes et tout, ils sont tellement nombreux, ils sont venus étudier, je dis bien, ils sont venus étudier en Afrique. Si vous voulez maintenant des ouvrages qui en parlent, je peux vous citer des ouvrages écrits par les Blancs eux-mêmes. Notamment Black Athenas de Martin Bernard, qui est un Anglais, qui a écrit pour démontrer qu'effectivement, les premiers qui ont ramené les premiers éléments de la civilisation en Grèce, ce sont des Noirs, ce ne sont pas des Grecs blancs d'aujourd'hui. Pour ceux qui ont un peu lu quelques articles ou bien des ouvrages dans ce sens, ils savent très bien que la toute première civilisation de l'histoire de l'Europe, c'est une civilisation qui est purement africaine. C'est des Africains qui sont partis de l'Égypte, notamment Cécrops à l'époque, pour venir bâtir la toute première civilisation de l'histoire de l'Europe qu'on appelle la civilisation minoenne. Là, s'il y avait aussi les Étrusques, il y en a tellement de trucs, si tu veux rentrer dans ça, ça devient très compliqué. Mais bon, je vais passer très vite sur la question parce que un Noir aujourd'hui qui pense que ses ancêtres ne valent strictement rien dans l'histoire de l'humanité, pourtant il est héritier, il est descendant des gens qui ont battu les plus brillantes civilisations de l'histoire. Je dis tout simplement, c'est très très grave qu'un Africain pense ainsi. Mais c'est aussi notre rôle sur la toile si quelqu'un peut retenir quelque chose de ce direct. J'ai déjà fait peut-être plus d'1 heure de temps. Donc si quelqu'un peut retenir quelque chose de mon direct, moi ça me fait plaisir. Je me dis au moins si j'ai servi à quelque chose. C'est aussi ça le but des directs que nous faisons, des directs de sensibilisation, des directs de dézombification. Ça c'est aussi très important. Voilà, c'est important de faire ce travail-là. Quand un Noir pense que ses ancêtres n'étaient que des sorciers, je dis c'est très très grave. Même l'Européen clochard, même l'Européen fou, même l'Européen malade, tu n'entendras jamais un Européen dire des conneries pareilles de ses ancêtres. Jamais. Il n'y a que le nègre pour le faire. Sandrine Dazoué, je vois que l'histoire des femmes noires que j'encourage à faire des enfants, l'affaire là, ça t'a touché. Quand je dis il y a beaucoup d'hommes noirs capables de le faire, je ne parle pas spécialement de moi. Il y a beaucoup de frères qui sont là, ils veulent vous verser les enfants, c'est vous qui refusez. C'est vous qui avez mis des brassards pour empêcher les grossesses, c'est vous qui voulez faire comme les blanches. Les blanches sont là de leur côté, vous envient. Vous êtes de votre côté, vous êtes dans le complexe, vous enviez les blanches. Versez-nous les enfants. Vous avez entendu un jour qu'un enfant est mort en Afrique parce qu'il n'a pas mangé? Vous avez entendu ça où? Si un enfant meurt en Afrique, de faim, c'est justement parce que, bon, on ne va pas dire de faim ici, on va dire de famine, parce que généralement, il y a des endroits spécifiques, à cause peut-être de la guerre ou bien d'une catastrophe naturelle, les gens peuvent se retrouver dans des situations inconfortables, ça fait qu'ils ne trouvent pas de quoi manger. Je peux comprendre, c'est dû à une situation de famine. Mais dites-moi que quelqu'un vit dans un espace normal en Afrique, où il n'y a pas de guerre, je vais dire en temps de paix, où il y a la terre, où on peut cultiver et les gens meurent de faim, c'est impossible. Vous ne pouvez pas me le démontrer. Nous sommes nés dans des villages au Cameroun, partout. On n'a jamais connu ce qu'on appelle la famine. Jamais. On avait tout autour de nous. On avait le maïs, le haricot. On a toujours eu de quoi manger. Donc, à plus forte raison, pour les gens qui sont en Europe, il y a des allocations. On fait tout pour vous pousser à accoucher. Les blanches même sont aussi dans ça, on peut se comprendre. Mais le pire même, c'est que les blanches qui sont nombreuses sur leur terre ne sont pas dans ce genre de conneries. Beaucoup sont en train d'accoucher. Et il n'y a que nos sœurs noires qui pensent que il faut faire comme des blanches parce que non, on fait maximum un enfant. C'est chiant, il faut s'occuper de l'enfant et autres. Donc les mêmes qui peut-être en Afrique auraient fait 5-6, elles arrivent en Europe. Au lieu de faire le double, elles se retrouvent en train de faire 1-2 enfants. Et même tout le temps, elles sont en train de pleurer. Mais les enfants, c'est chiant. J'ai envie de prendre du repos, j'ai envie d'aller en vacances, j'ai envie d'aller bronzer. Elles sont déjà noires, elles veulent encore bronzer. C'est très grave. Je ne peux plus regarder la télé des Blancs. J'ai tout entendu ce jour-là. Je dis vraiment, c'est les Africains. Donc, pour revenir sur ta question, ma soeur Kaman African.
Vous voyez, aujourd'hui, si on veut revenir sur l'histoire sur le Maghreb, c'est une guerre que si on veut même déclencher aujourd'hui, nous allons perdre sur tous les plans, nous allons être les perdants. Parce qu'il faut rappeler que c'est très important. Hein. On a un tiers, les Algériens aujourd'hui se vantent en disant, nous sommes le pays africain le plus, nous avons le plus grand pays d'Afrique. La plus grande superficie, c'est l'Algérie. Ils sont fiers de le dire. Sauf que dans cette Algérie, il y a quand même des Noirs algériens qui ne sont pas considérés. Comme dans beaucoup de pays du Maghreb d'ailleurs. Ils sont nombreux qui sont descendants de colons arabes. Et ce sont eux qui se sont même imposés en Mauritanie. Aujourd'hui, la Mauritanie est presque une propriété privée de l'Arabie Saoudite. Et même pas de toute la main. Du roi saoudien. Il vient là-bas, c'est là où il vient il vient souvent se reposer. Le pays leur appartient. Justement parce qu'il y a un relais en Mauritanie, les descendants d'Arabes qui ont colonisé les terres, qui aujourd'hui continuent d'esclavagiser encore nos sœurs. On parle de 150 000 Haratins, noirs, mauritaniens, esclaves. Et les premiers à le nier. Donc vous vous rendez compte, on a fait confiance aux gens, on a accepté les gens sur notre terre, et c'est les mêmes qui sont venus nous rendre esclaves sur nos propres terres. C'est très grave. Donc, et les premiers même à jouer ce jeu-là, c'est nous-mêmes encore les Noirs. Je vous dis, récemment, j'ai eu un collègue de service qui est mauritanien. Moi, j'ai eu besoin de deux questions. Parce que quand il est arrivé, on demandait, tu es de quel pays? Il disait, oui, bah, moi je suis espagnol et tout ça. Mais attends, moi je vois un nègre devant moi qui me dit qu'il est espagnol. Il a grandi à Madrid, il a grandi ici. Je dis, mais attends, tu es de quel pays? Il nous donne son nom. On dit, tu es malien, il se fâche. Parce que quand il a donné le nom, on disait que non, ça c'est un nom du Mali. On dit, mais non, tu n'es pas... Il me dit, mais non, je ne suis pas malien. Les gens ont donc laissé tomber. Moi, j'ai insisté pour savoir. Je lui demande, c'est quoi ton pays d'origine? Il me dit, bah non, je suis né, je suis arrivé en Espagne, j'avais 8 ans. Je lui dis, mais si tu es arrivé en Espagne à l'âge de 8 ans, ça veut dire que tu venais de quelque part. Tu venais donc d'où? Le gars refuse. Il ne veut même pas parler de ça. Deuxième jour, troisième jour, je reviens vers lui. Tu es de quel pays? Il dit, oui, je suis de la Mauritanie. Donc, il a même d'abord honte de dire qu'il est mauritanien. Et le deuxième encore truc qu'il ne voulait pas du tout accepter, c'est qu'il est descendant. Il m'a dit, je demande, tu es donc d'où? Parce qu'il y a les Mauritaniens, il y a des Soninké, tout ça en Mauritanie, tout ça c'est des frères africains, c'est des frères qui étaient avant dans la, comment dire ça, dans la CEDEAO. Mais vu que ce régime, ce pays est dirigé par une minorité de descendants d'Arabes, ils ont tout fait pour rallier la Mauritanie à l'union du Maghreb arabe. Donc la Mauritanie aujourd'hui fait partie du Maghreb et non de l'Afrique de l'Ouest comme avant. Je lui demande donc, tu es d'où en Mauritanie? Essaye de me donner quelques références pour... Il refuse. J'insiste, c'est peut-être à la fin, c'est à la fin de la semaine, qui me dit oui, je suis Haratin. Je dis les Haratins, alors essaye de m'en parler un peu plus. J'ai entendu, je fais comme si je dis, mais j'ai entendu que les Haratins en Mauritanie encore, ils sont esclaves jusqu'à aujourd'hui, mais... Il me dit non, je ne veux pas parler de ça. Première réaction. Deuxième réaction, c'est faux. C'est que les gens disent, ça n'existe pas chez nous, il n'y a pas d'esclaves chez nous, tout le monde vit bien. La vie. On a toutes les vidéos, on a toutes les preuves. Des gens qui sont en train de manifester pour demander qu'on libère leurs familles qui sont détenues en esclavage. Mais voilà le nègre, incapable de reconnaître ça. Incapable de dénoncer. Il nie complètement. Quand je persiste encore, c'est là où il me dit, de toute façon, si peut-être les gens en parlent beaucoup, ça veut dire que c'est vrai. À partir de, voilà, quand j'ai eu ce genre de réponse, j'ai compris tout de suite que j'avais affaire à un nègre arabisé. Et il était prêt à tout pour défendre l'islam. Donc ça, c'est des questions qu'il ne faut même pas toucher. Avec lui, c'est sacré. J'ai compris très vite que j'étais bon avec un nègre arabisé. Et ce genre de personnes, je sais comment les gérer. À un moment, je me suis retiré. D'autres plutôt pensaient que non, il y a du mépris. Non, ce n'est pas qu'une question de mépris. C'est qu'il y a des gens d'entrée, 1, 2, 3 questions. Quand je comprends que toi et moi, ça,
on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc, au lieu de se prendre la tête, vu qu'il y a certains sujets qui sont interdits dans des lieux de service, moi, je préfère me reculer et ne même pas en parler. Mais je voulais juste voir la mentalité de l'homme. Je voulais voir jusqu'à quel point, voilà, il peut raisonner. Une, deux questions. Or, moi, j'ai connu beaucoup de Mauritaniens qui me l'ont avoué sans gêne. Et ils étaient même énervés parce qu'ils ont même manifesté plusieurs fois à l'ambassade même de Mauritanie, ici en France, pour dénoncer le fait qu'il y a une minorité noire détenue encore en esclavage en 2019. Ils l'ont dénoncé. Mais tu as un jeune qui tente de te faire croire qu'il est espagnol. Tu vois bien, le gars est 100% noir. Mais tu te demandes, mais avec des cheveux crépus, mais tu es quel genre nom d'espagnol? Il me sort l'espagnol. Yo estaba en Madrid cuando yo tenía 8 años. Yo soy espagnol. Il m'est sorti de ces conneries qu'il me racontait tous les jours. J'ai dit, mais attends, laisse ton truc d'espagnol. Mec, tu es mauritanien. Et beaucoup jouent ce rôle-là. Beaucoup jouent ce jeu-là. Il y a beaucoup de Mauritaniens, issus même de cette tribu-là, qu'on esclavagise aujourd'hui, qui refusent de représenter valablement cette tribu. Et voilà les conséquences, parce qu'on a ouvert notre terre, on a ouvert nos portes aux ennemis. Les ennemis sont arrivés. Je dis bien que les Européens sont partis. Quand tu vois les Algériens, vont te dire que les Français ont été chez nous, et après on les a chassés, parce que les pieds noirs étaient rentrés en France. Il y a quelques pieds noirs seulement qui sont restés. Et lui-même qui dit que les pieds noirs sont rentrés chez eux, notre pays, l'Algérie, oublie lui-même qu'il est descendant d'Arabes et que ce n'est pas sa terre. Cette terre revient aux Noirs. Mais aujourd'hui, si tu attaques ce sujet-là, ils sont convaincus que c'est leur pays. Donc, regardez, ils sont là, leurs ancêtres sont là depuis, je dis bien, le 7e siècle. Comptez du 7e siècle jusqu'à aujourd'hui, le 21e siècle. C'est devenu leur terre. Ça me semble donc que c'est une guerre même impossible à mener. Tout simplement parce qu'on est toujours les premiers à dérouler le tapis rouge. Voilà, je parlais tout à l'heure des Indiens et des Pakistanais qui ont été intégrés comme 44e tribu au Kenya. Je reviens sur le cas de la Chine. Ils sont en train de venir chez nous en cascade. Et peut-être dans quelques temps, ils vont créer peut-être leur ville. Comme il y a des Blancs partout en Afrique qui ont créé leur ville à eux. Orania en Afrique du Sud, qui n'appartient qu'aux Blancs. Et beaucoup de villes même d'ailleurs en dehors. Les Libanais en Côte d'Ivoire, ils ont leur quartier à eux, ils ont leur ville. Ils ont même leur mosquée, interdit aux Noirs d'aller prier là-bas. Tu es nègre, tu passes dans cette mosquée, on te met dehors. Pourtant, c'est sur notre terre. Et le premier avec qui j'ai discuté, un Ivoirien, m'a dit que ce que tu dis est faux. Et j'avais toutes les preuves. Il a nié les preuves. Il a refusé en bloc que je ne veux même pas en savoir. Mais ce que tu dis, tu mens. Il dit, mais voici les preuves. Il dit, non, je ne veux même pas savoir. Voilà, s'il y a quelqu'un, attendez voir. S'il y a quelqu'un qui veut bien prendre la parole, je vais ouvrir la ligne. Voilà, donc le direct, j'ai dit l'essentiel, j'ai terminé. J'espère que vous avez partagé massivement le direct et surtout, j'espère que j'ai été pertinent dans mon direct. Voilà, parce que j'aime souvent des retours, j'aime des réponses, j'aime des commentaires constructifs, j'aime des remarques constructives. Ça permet de s'améliorer. Voilà. Il y avait une autre question tout à l'heure que j'ai regardée, ça m'a un peu fait rire. Après, je ne sais même plus si je peux retrouver ça. Donc, ceux qui sont aussi engagés dans le combat, je dis bien, je peux me retrouver sur le terrain avec un noir. Si on est au combat, j'oublie qu'il est peut-être musulman, qu'il est peut-être chrétien, on s'en fout. Mais en tant qu'Africain, on se dit, il faut d'abord qu'on gagne sur le terrain. Ça, c'est important. Mais maintenant, derrière, comment les gens peuvent être sérieux dans leur combat quand ils sont d'abord à la base fiers d'être musulmans et fiers d'être... Est-ce qu'un noir qui est musulman est capable de porter une bombe à aller exploser en Arabie Saoudite? C'est impossible. C'est une terre sacrée pour lui. Bonsoir, Betty de famille. Prendre cette bombe-là à aller exploser quelque part dans un pays africain où, selon lui, il y a beaucoup de chrétiens. Oubliant qu'il est en train d'exploser, de tuer ses frères, noirs comme lui. Voilà, bonsoir ma soeur. Oui, je suis Rosine Mérimée. C'est la première fois que j'interviens dans ton direct. Ça fait un bon bout de temps que je te suis.
Avant toute chose, je voulais vraiment te remercier valablement pour tout ce que tu fais. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais ton travail permet à... On parle souvent de dézombifier, mais moi, je vais parler de conscientiser. Ah, Notre voilà. peuple est très inconscient. Notre peuple est très inconscient. Et moi, pareil par le passé. Mais ce que c'est dommage parce que nous ne nous intéressons pas beaucoup aux thématiques que tu abordes. Pourtant, ce sont les thématiques clés de notre vie. Et les personnes ne se rendent pas compte parce que la spiritualité, la foi, la croyance, c'est la base de toute chose. Mais on est plutôt porté à poser notre attention ailleurs. Et comme tu le dis souvent dans tes directs, si on va dans certains directs, on va voir 2000, 5000 personnes. Mais en fait, ce n'est pas ça la base de la vie. C'est pas ça. C'est pas ça la clé. Si nous, le peuple noir, nous sommes, comment dire, dispersés même spirituellement, même mentalement, même ça se voit même au niveau même si on a quitté notre pays, on est partout en Europe, c'est parce qu'on n'a pas de repère spirituel. Et on n'a Exactement. En même dehors pas de ça aussi, conscience. sur les besoins du plan, sur le plan matériel, il y a quand même pas mal de choses. Mais sur ce plan-là, c'est clair qu'on est complètement à la ramasse, on est perdu, complètement perdu. Quand je vois un noir qui dit que euh, ses ancêtres offraient des êtres humains aux animaux qui les mangeaient, et il y avait des feux où les ancêtres, pour combattre le choléra, jetaient des êtres humains à l'intérieur en sacrifice pour Ouais. lutter contre le choléra. Je dis, mais c'est très grave. C'est très, très grave. Moi, je fais ce que j'ai à faire ici. S'il y a 100 personnes en ligne, si mon message passe, c'est important. Moi-même, avant de lancer le direct, je sais que ce genre de direct, il n'y aura pas beaucoup de monde. Je connais les sujets que si je touche, il suffit que j'annonce maintenant que ce soir, je vais faire ci ou ça. Je sais qu'il y aura 700, 800 000 personnes. Ça, c'est, je sais. Mais moi, je prends le temps pour glorifier mes ancêtres. S'il y a 10 personnes, il y a 20 personnes, je fais avec. Ceux qui partagent, Mais je moi, m'en fous. je voulais dire que c'est déjà bien parce qu'il faut bien commencer quelque part. C'est ta conviction et je suis sûre que parmi les 118 personnes qu'il y a, la plupart des personnes y croient. Et plus on le fait, plus en fait, plus on le fait, plus on intéresse certaines personnes à la chose. Donc, il faut bien commencer que quelque part. Et le fait de commencer, ça va venir avec le temps. Là, tu parlais on parle souvent de la misère en Afrique, de tout ça. Mais moi, je pense que même si sur le plan matériel, on parle de misère, d'où est-ce que ça vient? Ça vient aussi parce que sur le plan spirituel, on n'est pas assis. Et on Exactement. n'est pas assis parce qu'on prend les spiritualités des autres. On prend les spiritualités qui n'ont pas vraiment de profondeur et des racines pour nous. Si je prends mon exemple, c'est vrai que j'ai grandi avec les parents chrétiens. Et puis, c'est en évoluant moi-même spirituellement que j'ai dû faire le retour aux sources. Retour aux sources, ça veut dire quoi? Croire d'où je viens, en quoi c'est important pour moi, en quoi ça a du sens pour moi, en quoi ça m'oriente tous les jours dans ma vie. Et je peux dire à ceux qui n'y croient pas que ça fait vraiment du bien. C'est pas nier les autres choses, c'est pas ça. Les autres choses ont une importance parce que c'est ça qui nous a poussés. Ça a été notre premier repère. Mais d'où vient l'origine du repère? D'où vient-il? Et pour moi, c'est là la question, c'est là la profondeur. C'est Exactement. l'origine de notre existence. Si je prends mon exemple, de moi en tant que Camerounaise, en tant que d'où vient la plus petite chose, d'où vient-il? Et après, on peut ouvrir à d'autres perspectives. Ce n'est pas le rejet de l'autre, c'est déjà la reconnaissance de qui on est. Parce que plus on entre en profondeur dans qui on est, dans ce qu'on est vraiment, plus on est ouvert à l'autre et plus on accepte facilement l'autre. En fait, c'est ma conviction. Donc voilà, je voulais t'encourager, dire que voilà, je sais que tu ne penses pas, mais je préfère le dire, que ton travail n'est pas vain. Ceux qui écoutent, écoutent, ceux qui partagent, partagent. Et puis, il faut bien commencer quelque part. Et c'est par là que tu commences et que nous, on te suit. On Exactement. verra la suite. Merci beaucoup, Donc, Master. Merci. c'est ma contribution. Bonne soirée. Bonne soirée à toi.
exactement, Fouensalien, le GN. C'est les mêmes nègres. Quand on parle des chrétiens ou bien des musulmans qui sont massacrés en Chine, qui sont chassés d'ailleurs. Je rappelle ici pour ceux qui n'étaient pas au courant que le Vatican, l'évêque de l'Église catholique là-bas est nommé par le pouvoir communiste. Ce sont eux qui décident si sur leur terre il doit avoir un évêque ou pas. Donc le Vatican ne décide pas sur un grand territoire qu'on appelle la Chine. Il n'y a que chez nous que le Vatican peut faire pression pour dire retirez-moi telle personne, mettez-moi telle. Il n'y a que chez nous qu'on peut dire que telle personne, il y a même d'abord les Noirs même s'entretuent même. Les Yaoundés ont fait la guerre au Bamileke. Quand je dis guerre ici, c'est une guerre entre guillemets. Ils ont fait la guerre au Bamileke parce qu'en disant que le pape a commis la plus grave erreur d'envoyer un monseigneur Bamileke en pays bêtis. Vous voyez jusqu'à quel point la folie est poussée. Pour eux, un Bamileke ne peut pas partir de l'Ouest pour venir être monseigneur chez eux, chez les bêtis. Donc on s'entretue pour la religion des autres. Parce que le pape a décidé depuis le Vatican. Le nègre va aller faire la guerre à ses frères. Les mêmes nègres sont en train de pleurer. À chaque fois qu'Israël bombarde la Palestine, les nègres arabisés qui sont musulmans sont dans les rues, ils pleurent, ils crient tous les jours qu'on a tué leurs frères musulmans. Mais quand il y a la guerre au Soudan, c'est les musulmans qui meurent. En Somalie, c'est les musulmans qui meurent. Dans tous ces pays de la Corne là, tous ces pays-là, au Mali d'ailleurs, la guerre, c'est les musulmans qui meurent. Vous allez voir un jour un Palestinien se lever, marcher. Un Saoudien ou bien je ne sais qui marcher. Parce qu'il soutient ses frères musulmans qui sont en train d'être tués en Afrique. Ils s'en foutent complètement. Ils n'en ont strictement rien à foutre. C'est nous qui passons le temps à envier les autres. C'est nous qui voulons nous faire accepter par les autres. Les autres ne pensent pas comme ça de nous. Ils ne pensent pas pareil. Le Camerounais, pardon, va vouloir faire la guerre à son frère sous prétexte que lui, ils sont d'ailleurs nombreux qui sont dans ce genre de conneries. Ils s'intéressent au sort, comme tu disais, au sort des chrétiens ou bien des musulmans chinois qui sont opprimés. Pourtant, sur place au Cameroun, ils n'ont pas de respect et de considération pour leurs frères, soi-disant chrétiens. Les Ivoiriens et musulmans, ça n'a strictement